partiront dans le bonheur. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous allons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance pour l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur pro vérité. Bonjour à tous les partisans de la vérité et du vrai. Bonjour à tous ceux qui participent à nos agapes intellectuelles, les mythes de Prométhée que nous appelons ici les festins intellectuels. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont le désir profond d'éveiller la conscience pour que leur société puisse évoluer. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui 3 sujets. Après ces 3 sujets, nous allons lire l'édito de Mère Blanc. Et après cet édito, rapidement, on va laisser la parole aux uns aux autres pour pouvoir fermer le direct. Sujet numéro 1. La CEDEAO propose la mise en place d'une force en attente pour lutter contre le terrorisme. La CEDEAO remet sur la table son projet de force en attente entre guillemets pour désormais essentiellement lutter contre le terrorisme. Les détails ont filtré sur la réunion entre les ministres de la Défense et des Finances des pays de l'organisation régionale qui s'est tenue la semaine dernière sur le sujet dans la capitale nigérienne à Abuja. Et donc, chers auditeurs et chers parents, la semaine passée, les ministres de Défense des pays de la CEDEAO et aussi les ministres des Finances des mêmes pays se sont retrouvés dans la capitale du Nigeria qu'on appelle Abuja, pas Abidjan, Abuja, mais on dit ça Abuja. Quand ils sont arrivés là-bas, ils disent que eux, leur intention, c'est de mettre une armée en place pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et ils disent la force en attente pour lutter contre le terrorisme. Déjà même, cette force est un échec. Puisqu'on émet quelque chose en attente que quand l'objet qu'on doit combattre n'est pas encore présent. La CEDEAO nous dit qu'elle va créer une force en attente pour lutter contre le terrorisme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore le terrorisme. On va créer une force qui va être là pour attendre. Quand le terrorisme va se présenter, maintenant la CEDEAO va aller lutter contre le terrorisme. Chers parents, comme pour vous dire que c'est une perte de temps. Moi, je suis dans le factuel. Je préfère qu'on me considère comme un conséquentialiste. Je préfère être dans la prévention plutôt que d'être dans le traitement. Quand aujourd'hui la CEDEAO vient nous dire qu'elle n'a pas d'instrument pour lutter contre le terrorisme, mais qu'elle est en train de mettre un instrument qui sera en attente avant de lutter contre le terrorisme, je me dis aujourd'hui, est-ce que les terroristes n'attaquent pas nos pays? En réalité, quand on n'a pas le courage de mener un combat, il ne faut pas perdre son temps. En réalité, la CEDEAO est encore une fois en train de se fourvoyer. Voilà une force dite sous-régionale, voilà une communauté de pays qui se sont réunis. Vous n'êtes même pas, là où vous n'êtes même pas capable de lutter et de mettre une force en place pour lutter contre des individus qui font des coups d'État, est-ce que ça sera contre des terroristes que vous pourrez lutter, qui sont dans plusieurs pays à la fois? Moi, je le dis et je le redis, la CEDEAO n'existe plus que de nom. La CEDEAO a perdu sa crédibilité depuis le jour où elle a fait place aux djihadistes
putschistes du Mali, du Burkina Faso, du Niger, etc. Je le dis aujourd'hui, la CEDEAO, aujourd'hui dans sa version actuelle, est un instrument qui légitime le coup d'État et le désordre en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, chers Africains, quelle est l'utilité de la CEDEAO aujourd'hui en tant qu'instrument? Est-ce que la CEDEAO aujourd'hui est simplement la représentation géographique de 15 ou bien de quelques pays? Ou bien est-ce que c'est un instrument qui unit des États sur des bases concrètes? Quand je me pose personnellement ces questions-là, je ne vois aucune utilité de la CEDEAO aujourd'hui. On me dira, mais et la libre circulation des personnes, et les taxes douanières et autres, tout. Mais ces phénomènes-là ne peuvent exister que quand l'homme, qui est au centre même de tout développement, bénéficie même des avantages directs de cette coopération entre les États. Qu'il y ait la CEDEAO ou pas, la nature humaine est faite qu'elle va toujours bouger d'un point A à un point B. Même si on mettait les conditions les plus difficiles, les hommes vont toujours continuer à circuler. Et donc là, pour moi, la question de la libre circulation ne tient pas. Et même si nous revenons encore à cette question de la libre circulation, cette libre circulation se fait plus au détriment des pays où les conditions de vie sont beaucoup plus favorables. Parce qu'imaginez des pays comme le Mali, les pays désertiques. Les gens n'y vont pas assez, mais les gens vont vers les zones côtières. Et donc, même c'est un mouvement des populations déséquilibrées. Et là encore, quand on parle de l'aspect économique, quel est le taux de transaction entre les pays de la CEDEAO? Qu'est-ce que nous faisons en termes de commerce qui nous rend indépendants, qui fait que nous n'avons pas besoin de l'extérieur? Ça n'existe pas. Et donc, quand on prend le facteur économique, quand on prend le facteur des mouvements humains, ce sur quoi on aurait pu défendre la CEDEAO, ça tient peu dans la réalité. Mais pire, quand une organisation est mise en place et que cette organisation même se fourvoie en fonction des différents présidents. Il y a des présidents qui veulent que la CEDEAO soit conforme à ses propres règlements et statuts intérieurs. Il y a des présidents qui veulent ruser avec les statuts et règlements intérieurs, comme actuellement le président Tinubu, qui, on ne sait pour quelle raison, n'est ni avec la CEDEAO, mais en même temps aussi éprouve un amour pour la Russie. Ils peuvent bien cacher leur jeu, mais la vérité doit être dite au grand jour. Tinubu est un président faible. Et Tinubu est un président qui n'a pas de vision pour la CEDEAO. Et aujourd'hui donc, venez nous parler d'une force régionale en attente pour lutter contre le terrorisme. C'est un peu vouloir se moquer de nous. C'est comme nous dire que le terrorisme n'a pas encore atteint le point où on devrait mener une lutte implacable contre lui, le terrorisme. Vous m'excuserez. Mais bien avant, il est encore plus facile de demander à quelqu'un d'aller, en fonction de ses règles et de ses conditions qu'elle s'est données elle-même, d'aller balayer des putschistes dans un pays, dans un moment bien connu, plutôt que de dire on va s'attaquer au terrorisme. Parce que le terrorisme aussi a ses conséquences, mais avant ses conséquences, il faut bien prévoir ses causes. En général, quand on prend le cas du Mali, les gens font un amalgame. Il y a la lutte de ceux de l'Azawad, qui est complètement différente des mouvements djihadistes et du grand banditisme international. Je le dis bien, le grand banditisme international. Et aujourd'hui, lorsque vous remarquez bien, dans le Sahel, le djihadisme aujourd'hui n'est alimenté que par le grand banditisme international. Mais des pays qui n'arrivent même pas à mater des putschistes, peuvent-ils lutter contre le grand banditisme international? Parce que on ne peut pas faire flirter le djihadisme africain sur la religion. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Un Africain ne peut pas se tuer ou tuer quelqu'un parce que lui il a une idéologie religieuse à défendre. C'est une raison qui ne tient pas. Mais la raison qui tient, c'est qu'il y a les zones du Sahel aujourd'hui servent de grand marché de la drogue, servent de grand marché de trafic d'organes humains, servent aussi de grand marché de tous les crimes liés au grand banditisme international que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, les armées du Mali, du Burkina, du Niger, aujourd'hui vivent du grand banditisme, de la vente des drogues, des trafics humains.
et de d'autres choses que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ce qui fait que ces États-là aujourd'hui sont devenus, je l'ai dit depuis très longtemps, des États proto-djihadistes, des États qui fonctionnent sur le modèle, les mêmes modèles que les djihadistes. Les djihadistes kidnappent, ces putschistes-là kidnappent, les djihadistes tuent aveuglément leur population, ces putschistes-là tuent aveuglément leur population, les djihadistes prennent les gens en otage, ces putschistes-là prennent leur population en otage quand ces populations s'expriment, les djihadistes avancent sans loi ni foi, les jeunes allaient demander à ceux qui sont dans ces pays-là aujourd'hui s'il y a la liberté de la presse, s'il y a la liberté de la réunion, s'il y a la liberté de réfléchir, s'il y a la liberté de s'exprimer, s'il y a la liberté de pouvoir donner un autre son que celui de ces djihadistes putschistes au pouvoir. Allez leur demander dans quel contexte leurs économies sont gérées. Et donc voilà le modèle des États djihadistes. Les djihadistes, ce n'est pas seulement celui qui se cache quelque part, mais c'est celui qui vient bouleverser l'ordre. C'est celui qui vient trouver des institutions sous-régionales qui les bouleversent et qui veut s'imposer. Mais le djihadiste aussi, c'est comme Tinubu, l'incapable qui soutient l'imbroglio et la confusion dans la sous-région à cause de son incapacité. C'est aussi une forme de djihadisme aujourd'hui qu'il faut avoir le courage de dire. Et donc là, ce n'est pas avec un incapable comme lui, Tinubu, qu'il va réunir une force de plus de 5000 hommes pour encore prendre plus de 2,6 milliards de dollars par an à nos États pour en arriver à quoi? Pour en arriver à quel résultat? Pour lutter d'abord contre le terrorisme, il faut avoir des interlocuteurs crédibles. Comment peut-on lutter contre le djihadisme quand le Mali, le Burkina, le Niger aujourd'hui se montrent et se donnent pour volonté de disperser le djihadisme dans tout le golfe de Guinée, dans toute l'Afrique de l'Ouest? Il faut d'abord des interlocuteurs sérieux, il faut des interlocuteurs crédibles, il faut des interlocuteurs qui ont de la crédibilité à partir des élections dans leur pays, ou bien qui ont de la crédibilité à partir de ce que les institutions internationales ou bien sous-régionales leur donnent. On ne peut pas flirter avec des gens qui sont dans l'illégalité et en même temps vouloir que ces personnes-là défendent la légalité. Ça ne fait pas sens. Et donc moi je dis que ça c'est une réunion de perte de temps parce que là où on vous attendait, vous aviez été incapable de donner une réponse cohérente, c'était d'abord de mater les putschistes. Si vous n'avez pas pu mater ces bandes de putschistes-là, ne pensez pas que c'est l'association de ces putschistes et des djihadistes que vous allez pouvoir mater. C'est aussi simple que ça. Et donc vous-même, vous n'êtes même pas capable de nous dire si votre soi-disant force en attente, vous la créerez. Vous n'êtes même pas capable de nous dire si vous pourrez avoir le nombre d'hommes qu'il faut. Tantôt, vous nous parlez d'une force en attente composée de 1500 soldats pour faire fonctionner. Il faut trouver 500 millions de dollars chaque année. Tantôt, vous nous dites la force va avoir 5000 hommes, le coût va être 2,6 milliards de dollars par an. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas préparé, ne perdez pas le temps aux gens. La CEDEAO n'a fait que se fourvoyer. Et c'est pourquoi vous avez, encore pour vous démontrer que vous n'êtes rien, vous avez invité le Mali, le Niger, mais ils ne sont même pas partis à votre réunion. Ils ont simplement claqué la porte. Ils vous ont dit on s'en fout de vous, on n'a plus rien à faire avec vous. Vous nous avez permis déjà de connaître vos limites. Et donc voilà que c'est aussi triste. Et c'est ça, la réalité dans la région ouest africaine. Et aujourd'hui, aucun président en Afrique de l'Ouest ne doit être surpris ou se plaindre qu'un coup d'État soit fait contre lui. Parce que c'est ce modèle-là même que les dirigeants de la CEDEAO encouragent aujourd'hui. Être incapable de défendre la légalité, être incapable de défendre la confiance des peuples et laisser quelques djihadistes et quelques putschistes prendre le dessus ou bien devenir des interlocuteurs. Mais en même temps, il fallait aussi inviter les djihadistes à cette réunion-là. Et vous verrez que nous aurions pu discuter directement des causes du djihadisme et les résoudre sans avoir à lever des fonds ou une armée. Parce qu'en réalité, là, ces djihadistes-là, on peut discuter directement avec eux. Et donc, l'expérience, là, c'est le meilleur maître. L'expérience doit être le meilleur maître qui puisse servir à quelqu'un. Et non, depuis que la CEDEAO est passée sous la main de Tinubu, la CEDEAO est dans l'improvisation et elle a perdu toute sa crédibilité. Et donc, c'était la première information. La deuxième information, devrait-on en Côte d'Ivoire s'inquiéter d'une éventuelle arrivée du Rassemblement national identitaire de Mme Marine Le Pen en France? C'est un sujet du père Alexis Diette qui nous pose la question de savoir est-ce qu'avec aujourd'hui le Front National que tout le monde connaît,
Parce que le Rassemblement national, c'est pour faire un peu beau, mais pour cacher une réalité. Une plaie déjà pourrie, ce n'est pas la beauté du sparadrap qui fera diminuer la douleur que le patient ressent. Et donc, que ce soit Front National ou Rassemblement National, c'est la même chose. C'est l'extrême droite identitaire. Ça veut dire les partis xénophobes, les partis racistes, les partis qui n'aiment personne d'autre que eux-mêmes. Et donc, le père Alexis Diaz se pose la question, est-ce qu'avec la montée des partis extrémistes de droite en Europe, comme partout dans le monde aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas en Côte d'Ivoire s'inquiéter s'il arrivait que les gens du Front républicain, du Front national en France, dirigés par Mme Marine Le Pen, arrivaient à prendre le pouvoir? L'extrême droite ivoirienne ne pourrait-elle pas, dans le contexte actuel de la montée du nationalisme et du populisme dans le monde, voir en cette victoire électorale un encouragement, une incitation à remobiliser en Côte d'Ivoire ces thématiques identitaires qui semblent être électoralement payantes, à revendiquer une certaine légitimité politique dans leur pays? Et donc, quand le père Alexis Diaz nous pose la thématique à travers une question, fait son entrée en nous posant la question suivante. Quand tu viens aux États-Unis, que tu vois Donald Trump, quand tu vas en France, que tu vois Marine Le Pen, quand tu vas en Italie, quand tu vas presque partout aujourd'hui, ce sont ceux qui sont en train de tenir des discours de xénophobie, de racisme, de division. C'est eux aujourd'hui que les gens sont en train de lire dans les différents grands pays, qui disent servir de modèle démocratique. Mais en même temps qu'aujourd'hui, ces discours à la fois de l'extrême droite, nationaliste et populiste, sont en train d'avoir pignon sur rue, est-ce que cela ne donne pas une légitimité à des personnes comme Laurent Gbagbo, qui disent que nous sommes des tribalistes identitaires, ethno-xénophobes, et aujourd'hui, là, vous dites que la démocratie est une bonne chose, mais la démocratie aussi a son côté pervers. C'est que le côté pervers de la démocratie, c'est qu'on peut faire aussi venir des machines de la mort au pouvoir. Mais si on peut le faire en France, si on peut le faire aux États-Unis, qui sont même le modèle de la démocratie, mais pourquoi ne pas accepter qu'on le fasse chez nous en Côte d'Ivoire? Voilà la problématique qui est posée. Et voilà, la problématique ici soulève deux questions. Les limites d'abord de la démocratie elle-même, parce que la démocratie, ce n'est pas seulement voter. On peut faire les mauvais votes, et c'est à cela qu'on constate et qu'on en vient aujourd'hui. Mais ça nous pose aussi le problème direct aussi de la logique interne avec soi-même. Comment les États-Unis, comment la France, qui dit être la patrie des droits des humains, je ne dirais pas des droits de l'homme, et les États-Unis qui nous disent être le modèle de la démocratie, comment ces personnes peuvent en arriver aux limites de leur démocratie pour nous servir des thématiques identitaires, des personnes xénophobes, racistes, et les élire comme président, et en même temps nous demander de ne pas être xénophobe en Côte d'Ivoire. Si Laurent Gbagbo et sa bande posent cette question aujourd'hui, je dis bien de la manière la plus simple, en termes de réflexion simple, ils n'ont pas tort. Parce que ceux qui sont les modèles aujourd'hui, si vous arrivez à élire Hitler à la tête de vos pays, si vous arrivez à élire Donald Trump à la tête de vos pays, si vous arrivez à élire Mme Marine Le Pen à la tête de vos pays, souffrez donc que Laurent Gbagbo soit élu à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que ce sont les mêmes thématiques identitaires. Ce sont les mêmes procédés de populisme et de nationalisme, des discours de nationalistes qui sont tenus. Ce sont des propos d'incitation à la haine et à la division des peuples. Mais si c'est ça qui est devenu le modèle de la démocratie mondiale et internationale, en ce moment, donc, Laurent Gbagbo a raison. Et donc là, on devrait faire cas de ce qu'il dit. On pourrait a priori répondre par la négative à cette question, car les Ivoiriens ont déjà fait l'expérience amère des désillusions et du cortège des maux politiques, sociaux et économiques qu'entraîne toujours l'ascension des ethno-nationalistes et d'un parti d'extrême droite ou d'extrême gauche au pouvoir d'État. Je vous ai dit que dans un système de raisonnement simple, on aurait pu dire oui, parce que c'est ça aussi la démocratie, qu'on peut élire des couillons. Et donc, si ceux qui sont les maîtres de la démocratie ont élu des couillons à leur tête, c'est totalement normal que nous qui sommes des élèves de la démocratie puissions faire autant. Mais ce n'est qu'une erreur, ce n'est qu'une apparence. La vraie réalité, c'est que avant que l'Europe aujourd'hui, les États-Unis puissent expérimenter aujourd'hui les limites de leur propre démocratie,
allez voir quelque part l'histoire qui nous rappelle un certain Hitler, Adolf Hitler. Et qu'est-ce que les Allemands en pensent et qu'est-ce que le monde a retenu comme histoire. Mais ce n'est pas tout. Tout récemment, la Côte d'Ivoire, si nous prenons le cas particulier, nous avons connu un régime xénophobe, tribal, d'extrême droite, ethno-nationaliste. Et ce parti-là s'appelait le FPI. Et qu'est-ce que le FPI ne nous a pas servi en termes de dégâts? Dégâts économiques, dégâts sociaux, dégâts politiques, dégâts idéologiques, dégâts académiques. Je vous prive des détails. Quand je parle de dégâts académiques, l'école ivoirienne ne s'est jamais mal portée autant que sous l'époque du FPI. Et pendant les plus de 10 ans de règne de Laurent Gbagbo, l'école a été mise en déliquescence. L'école a été mise en lambeaux. La société a été nivelée par le bas en faisant la promotion de la sexualité débridée, de la prostitution, du banditisme. Laurent Gbagbo lui-même ira jusqu'à dire que le broutage est un fait normal parce que c'est la dette coloniale qui est en train d'être payée. On aura assisté à des nazis tropicaux, à des extrémistes de tout acabit, des ethno-nationalistes, des ultra-xénophobes, en train même d'abattre des humains de toutes les manières que vous pouvez imaginer. On aura vu des gens mettre Auschwitz en place en Côte d'Ivoire en abattant systématiquement à travers les escadrons de la mort tous ceux qui pensaient différemment d'eux. Et donc on a eu affaire à des mots politiques, M-A-U-X. Et quand on a vécu toute cette désillusion avec son cortège de malheurs et de difficultés, on en vient à poser les deux problématiques. C'est vrai que la logique est simple. Et la logique voudrait ici qu'on dise que oui, ce qui se passe chez l'autre doit se passer chez moi. Mais la réalité vient nous dire non. Les choses sont beaucoup plus sérieuses. Parce que celui qui a vécu dans une réalité et qui a vécu les conséquences directes et qui a tiré les leçons de l'expérience comme ce que nous Ivoiriens avons tiré, comme ce que le peuple allemand et le monde entier a retiré de l'expérience d'Hitler, la réponse sera non. Certes, en France, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a jamais exercé le pouvoir d'État. Et cette virginité politique favorise sa démagogie et sa rhétorique sociale, sa posture de parti du peuple. Et pourquoi la réponse est non? La réponse est non simplement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ou la France peuvent se mettre à leur tête des extrémistes que cela doit se faire en Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit, la réponse est non parce que d'abord, l'expérience que la France a vécue n'est pas la même expérience que la Côte d'Ivoire a vécue parce que nous avons connu déjà des régimes suicidaires d'extrême gauche et les conséquences sont encore fraîches. Et donc là, si on n'arrive pas à tirer les conséquences des maux dont nous avons été victimes, c'est que notre humanité n'a elle-même pas de sens. Ça, c'est un. De deux, quoi qu'on dise, Marine Le Pen, à travers son Front National, moi je préfère le terme Front National, là quand c'est comme ça, tout le monde sait de quoi il est question. La deuxième raison qui fait qu'on ne peut pas encourager ces personnes-là, c'est que en Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, Laurent Gbagbo a déjà fait le pouvoir. On l'a vu dans ses limites, dans ses conséquences. Mais, dans le cas de la France, le Front National n'a jamais exercé le pouvoir d'État. Et donc là, ils peuvent toujours utiliser cette petite fenêtre d'opportunité pour dire on n'a jamais dirigé, mais faites-nous confiance. Ceux qui aiment leur discours, ils peuvent leur dire en privé, faites-nous confiance, laissons-nous tromper le peuple pour leur dire non, quand on va venir au pouvoir, vous savez qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on fait. Au grand public, ils vont servir un discours qui va tromper les gens pour leur dire non, nous allons nous adapter. Mais toujours que l'objectif est de prendre le pouvoir. Et une fois qu'ils ont le pouvoir, c'est là qu'on va voir ce qu'ils peuvent faire. Si vous ne m'avez pas encore compris, je réexplique. Ces gens-là, on vous a dit que leur ensemble de définitions, c'est le populisme. Leur base idéologique, c'est basé sur la haine. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont des haineux qui peuvent les faire élire. Donc, ils vont adapter leur discours. Puisque l'objectif final, là, quoi qu'il demeure, c'est de prendre le pouvoir. C'est quand ils vont prendre le pouvoir qu'ils vont vous montrer leur vrai visage. Hitler n'a pas pris le pouvoir en un jour. Le discours d'Hitler n'est pas passé en une nuit. Ça a pris du temps. Parce que Hitler, quand il a commencé, ce que Marine Le Pen fait, ce que Laurent Gbagbo fait, ça ne s'est pas fait en un jour.
Il y avait des intellectuels qui étaient là, mais qui se disaient peut-être ça va s'arrêter après quelques années. Mais à force de répéter et de faire les mêmes choses, ça finit par prendre. Et au départ, les gens se disaient en Côte d'Ivoire, non, Laurent Gbagbo ne viendrait pas au pouvoir, ce n'est qu'un passe-temps politique. Mais finalement, il est venu au pouvoir contre toute attente. Et c'est là que les Ivoiriens ont vu son vrai visage. Et c'est toujours comme ça. Et donc là, le Front National en France, les gens peuvent négliger leur discours. Mais avec la bénédiction du populisme, et avec ce qu'on a vu aussi en Italie à travers Meloni et autres, vous comprendrez donc les vrais visages parce que ces personnes-là prennent le contrôle de vos vies et en font ce qu'elles veulent. En Côte d'Ivoire, par contre, les partis d'extrême droite que sont le PPACI, le FPI de Laurent Gbagbo, le PDCI de Tidjane Thiam Chakadjan, qui ne sont d'ailleurs livrés à aucun ajournement politique et critique, ont déjà exercé le pouvoir d'État et détiennent à ce titre un bilan. Et donc, contrairement à Marine Le Pen, qui peut dire « je n'ai jamais géré » et puis tromper les gens pour arriver au pouvoir, aujourd'hui, l'extrême droite identitaire, ethno-xénophobe, nationaliste, tribaliste en Côte d'Ivoire est incarnée par le PPACI, le FPI, le MGC, le PDCI de Bédié et de Tidjane Thiam, qui ont un bilan. Eux là, ils ont dirigé. Ils ont leur bilan politique qui est là. Ils ont écrit des livres. Ils ont posé des actes pour diviser les Ivoiriens, pour casser la société ivoirienne, pour détruire le fondement de la société, pour catégoriser les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, eux-mêmes ne veulent pas faire de mise à jour vis-à-vis de leur propre personne. Ils ne veulent pas se regarder en face dans le miroir pour se dire est-ce que ce que nous avons fait est bien ou mal. Ils ne veulent pas parler de leur bilan. Voilà la grande différence entre ceux qui sont dans l'extrême droite aujourd'hui en France, en Italie ou aux États-Unis et ceux qui sont dans l'extrême droite en Côte d'Ivoire. La différence aussi est que ceux de la Côte d'Ivoire ont déjà géré. Ils n'ont pas le courage de faire leur bilan et ils n'ont pas le courage de se mettre à jour en se disant que tout ce qu'un homme fait dans la vie, tout n'est pas correct. Espérons donc que les Ivoiriens soient immunisés pour de bon, d'autant plus que ils surent déjouer en 2020 les ruses sous lesquelles les forces de l'extrême droite épurationniste ivoirienne tentèrent de revenir au pouvoir sous le masque d'une revendication démocratique d'alternance du pouvoir en instrumentalisant la thématique de la désobéissance civile entre guillemets. Et donc déjà une première fois, en 2020, nous avons pu, chers Ivoiriens, à travers ce qu'on a vécu de 2000 jusqu'en 2010, nous avons pu tenir compte de notre histoire et nous nous sommes dit, ces mêmes personnes-là voulaient manipuler l'opinion nationale et internationale. Ils ont pris un masque pour dire qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire et qu'il fallait, à travers des coups d'État, instrumentaliser la population à travers une certaine désobéissance civile, mais qui en réalité n'était que, je vais appeler un attentat, qui n'était que du djihadisme politique pour essayer de faire revenir les forces de l'extrême droite, les épurationnistes, à la tête du pouvoir en Côte d'Ivoire. Et vous les aurez vus se mettre ensemble pour dire qu'eux, ils sont dans une désobéissance civile, mais sans jamais donner une raison valable. On parle de désobéissance civile quand l'État qui est en place est en train de violer les droits civils. Aucun droit civil n'était violé pourtant. Mais on verra tout un groupuscule d'individus se mettre à la place des populations, pensant pouvoir manipuler les populations pour leur dire qu'à la vérité, eux n'ayant pas le pouvoir, cela est un masque de revendication pour dire que tout va mal en Côte d'Ivoire. Et tant qu'eux n'ont pas le pouvoir, c'est que tout va mal. On ne parle pas du problème de ceux qui travaillent. On ne parle pas de la pauvreté des Ivoiriens. On ne parle pas de l'avenir des générations à venir. On ne parle pas des violations de droits civils. Seulement, eux n'ont pas le pouvoir. Et ça doit être une revendication suffisante pour brûler le pays. Et donc, cette ruse-là n'a pas fonctionné en 2020. Les Ivoiriens, à travers ce qu'ils ont vécu de 2000 à 2010,
ont maté cette ruse politique qui voulait nous conduire à reprendre les thèmes épurationnistes, xénophobes, ultranationalistes, racistes et divisionnistes. Et donc, on a déjà un exemple qui nous prouve que des Ivoiriens sont prêts à ne plus accepter d'être les instruments de la manipulation politique. Néanmoins, est-il superflu de conserver dans le pays une certaine vigilance républicaine citoyenne face à la résilience du courant ethno-nationaliste et de la conception ethnique du peuple dans une partie de la classe et de l'élite ivoirienne? Si en Côte d'Ivoire et plus que partout ailleurs en Afrique, une éventuelle accession au pouvoir du RN de Marine Le Pen en France peut légitimement soulever quelques inquiétudes malgré l'expérience des effets calamiteux de cette gouvernance, c'est parce que l'extrême droite identitaire ivoirienne pourrait, dans un contexte mondial favorable, y avoir une forme de légitimité de ses revendications ethno-nationalistes et de ses thématiques identitaires. Et donc c'est à nous, Ivoiriens, comparaison n'est pas forcément raison, mais d'être capable de regarder la situation, de tenir compte de notre propre histoire et de ne pas nous dire que ce qui se passe à un niveau supérieur dans le contexte mondial, ce n'est pas parce que le discours identitaire, le discours tribaliste, le discours de la division est favorable à l'international que ces partis identitaires en Côte d'Ivoire le seront aussi. Ce d'autant plus que, dans ce contexte populiste mondial, le RN français de Marine Le Pen excella à dissimuler ses revendications et ses thématiques identitaires et racistes dans des revendications et des thématiques sociales et sécuritaires. Une mystification déjà utilisée en Côte d'Ivoire par le PPACI, l'ex-FPI de Laurent Gbagbo. Et donc, ces personnes-là sont tellement dangereuses que lorsqu'elles sentent qu'elles sont proches du pouvoir, pour cacher leur haine raciste, pour cacher leur xénophobie, ces personnes soulèvent les questions de sécurité. Ces personnes soulèvent, non, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens d'abord. Et non, on est envahi par les étrangers. Les étrangers vont nous tuer un jour. C'est la même chose. Ça s'appelle simplement de la mystification. Ça s'appelle de la prestidigitation. Ça s'appelle de la magie de mauvais goût politique. Le pouvoir de Laurent Gbagbo nous a servi déjà cela et ça doit nous servir de leçon pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Structuré par l'ethno-nationalisme, par la définition ethnique du peuple et de la nationalité et par la revendication identitaire, la prétendue social-démocratie du PPACI, sa prétention à être un parti de gauche social et républicain, fut et demeure un flatou vocis, une imposture. En réalité, que ce soit le RN ou le Front National, que ce soit Donald Trump, que ce soit Laurent Gbagbo, ce sont des gens qui, pour eux, la définition même du peuple, c'est d'abord leur identité personnelle. C'est-à-dire leur identité en fonction de eux, leur jugement et de leurs valeurs, et non de la réalité et des besoins du moment, ou bien même des besoins même du terrain. Pour eux, qui se donnent toutes les colorations politiques, d'autres se font appeler sociodémocrates, ils ont tous les noms qu'ils se donnent, mais en réalité, ce sont des vendeurs d'illusions, ce sont des imposteurs. Il est donc à espérer que les Ivoiriens aient également du nez pour déceler sous les thématiques sociales et souverainistes qu'expiraient les extrêmes droites ivoiriennes, les revendications identitaires et ethno-nationalistes qui s'y dissimulent. Et donc, chers Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire par le fait que des gens qui sont dans leur haine et dans leur tribalisme soient subitement amoureux et pensent à vous. En réalité, ce n'est pas à vous qu'ils pensent. Aujourd'hui, quelles thématiques sociales ont-ils pu apporter pour que ça puisse aider tout le monde? Ils n'ont jamais fait cela. Ils sont en train de faire du camouflage politique, du braconnage politique. Mais en réalité, ce qu'ils demeurent là, ce sont des forces pour diviser les peuples. Ce sont des forces pour créer le chaos à travers nos pays. Si une éventuelle ascension de Marine Le Pen en France peut susciter légitimement quelques préventions en Côte d'Ivoire, c'est aussi en raison des liens et des affinités idéologiques et politiques existant entre les partis d'extrême droite ivoirienne et les partis d'extrême droite et d'extrême gauche français. Et donc aussi, il faut savoir que, qu'on le veuille ou pas, tant que la France va demeurer l'exemple pour certains pays comme la Côte d'Ivoire, et tant que nos pays africains aussi vont demeurer la chasse gardée de la France, ils auront toujours leurs alter-ego, ils auront toujours leurs complices en France, et les Français auront toujours leurs complices en Côte d'Ivoire ou bien dans d'autres pays africains,
pour essayer de se donner la main. Puisque l'objectif d'un homme politique, c'est simplement de prendre le pouvoir, quel que soit le contexte. Et donc, vous verrez comme de la manière, les socialistes avaient aidé Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tous ceux qui se revendiquent de l'extrême droite, aujourd'hui, si l'extrême droite venait au pouvoir, vont s'allier à l'extrême droite en France pour venir au pouvoir. Et donc, c'est ce qu'il faut combattre. C'est aussi en raison de la propension d'une partie de la classe politique ivoirienne à instrumentaliser les identités ethniques et confessionnelles dans la lutte politique et à s'appuyer sur les réseaux d'influence étrangers pour se renforcer localement dans une logique de mimétisme et d'extraversion. Vous avez vu que nous avons parlé du problème Haïdara et quand on l'a soulevé, les gens ne calculent pas les implications idéologiques et les implications politiques. Voyez-vous, en politique, je l'ai dit, l'objectif c'est de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, ce qui se passe, si vous avez bien remarqué, on n'est pas contre Haïdara lui-même, mais on est contre ceux avec qui il est lié parce que ces personnes-là sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Il se trouve aujourd'hui que Soro Guillaume, qui est un membre de l'extrême droite en Côte d'Ivoire, n'ayant pas réussi militairement, n'ayant pas réussi idéologiquement à influencer les Ivoiriens, n'ayant pas reçu ces événements en 2020 et n'ayant pas eu le pardon qu'il avait exigé et imposé au président Ouattara, parce que toi tu fais du mal à quelqu'un et tu dis à la personne, comme je t'ai demandé pardon, il faut accepter ça sur place, on va avancer. Mais il faut permettre à la personne de digérer et de voir si ton pardon est sérieux. Mais comme tout ça, ce n'était pas sérieux, et que l'objectif pour lui demeure de rentrer en Côte d'Ivoire, de prendre le pouvoir, mais que tout ça, ça a échoué, que le 27 mars, il a essayé d'attaquer le pays, ça n'a pas marché. Il dit, mais pourquoi ne pas essayer avec certains religieux? Et c'est là que vous voyez que ces hommes politiques s'appuient sur des réseaux d'influence étrangers pour se renforcer localement afin d'atteindre leurs objectifs. Et là, pourquoi ne pas s'appuyer? Peut-être que Haïdara lui-même ne le sait pas, ou bien le sait mais fait semblant. Mais aujourd'hui, il y a des gens dans Sardine qui sont en Côte d'Ivoire, beaucoup de Maliens, comme beaucoup d'Ivoiriens. Si aujourd'hui, Soro Guillaume arrive à manipuler Haïdara, ça va d'abord non seulement diviser l'islam en Côte d'Ivoire, mais ça va diviser les Ivoiriens entre eux. Parce que les Ivoiriens qui sont dans l'Ansardine vont être solidaires de ceux qui sont des Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Et eux vont se mettre ensemble pour défendre, pensant qu'ils sont en train de défendre leur idéologie. Et ça ne créera qu'un imbroglio. Ça ne créera que de désordre dans le pays. Et c'est justement dans le désordre que ces partis d'extrême droite, ces partis ethno-nationalistes là prospèrent. Voilà ce qu'en réalité nous sommes en train de combattre. En dépit de ces risques, la mémoire vive de l'expérience amère des 15 années de gouvernance extrémiste entre 2015 et 2020, 2000, devrait aider les Ivoiriens à se prémunir des séductions de l'extrémisme politique et des démagogies du national-populisme. Et donc en réalité, le discours tribal, le discours extrémiste en Côte d'Ivoire commence à partir de Laurent Gbagbo, à partir d'Henri Konan Bédié, depuis 1993 jusqu'en 2011. Et donc les Ivoiriens ne devraient pas se laisser séduire par ce qu'ils voient à travers le monde aujourd'hui. On doit pouvoir se recentrer sur nous-mêmes, tenir compte de notre réalité et dire nous on a déjà passé par là. On a une mémoire qui est encore fraîche et cette mémoire-là est basée sur une expérience très dégoûtante. C'est qu'on a connu Henri Konan Bédié, on a connu Laurent Gbagbo, ça n'a pas été de tout repos pour nous. Elles devraient renforcer leur souci de préserver en Côte d'Ivoire la démocratie et de renforcer ces institutions pour protéger leur État et leur gouvernement contre les dangers de l'extrémisme politique et du nationalisme-populisme. Et donc c'est aux Ivoiriens de faire le choix d'être capables de se protéger contre le mal du discours facile, de l'extrémisme politique et surtout de la promotion de la haine. Car si le Front National peut accéder au pouvoir en France sans porter préjudice à l'intégrité de l'État français, c'est parce qu'existent des contre-pouvoirs, que les institutions démocratiques y sont fortes et que la conscience politique et la conscience de la citoyenneté du peuple français s'est élevée. Ce que vous voyez dans les grands pays européens, américains et autres là, ce n'est que la face
visible de la réalité. Moi-même qui suis en train de critiquer Donald Trump, je vous le dis, Donald Trump, il peut être vulgaire dans ce que vous voyez, mais sa politique économique a été l'une des meilleures politiques économiques aux États-Unis. Et quand on en vient à cette réalité-là, il faut être hypocrite pour ne pas dire que quand Donald Trump était là, on a eu l'argent. Or, moi, je suis quitté dans mon pays natal pour venir chercher l'argent. Si Donald Trump vient au pouvoir actuellement, là, je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais si on pense que de la même manière qu'il a géré les États-Unis, c'est comme ça qu'il va faire là, ça va nous arranger ici. Mais ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire parce qu'il va couper la politique internationale. Tous les accords qui sont entre la Côte d'Ivoire et puis, par exemple, les États-Unis, il va les couper. Parce que il y a certaines choses que ces personnes-là peuvent dire, mais qu'elles ne peuvent pas faire. Parce que dans des pays comme la France, dans des pays comme les États-Unis, les institutions sont fortes. Les contre-pouvoirs sont là. Les juges s'assument. C'est pas comme les juges de Côte d'Ivoire. Les contre-pouvoirs sont là. La population même a une certaine conscience. Dans tout ce qu'elle pose comme acte, elle regarde son intérêt. Avec Donald Trump, moi je le dis sans complexe, il n'y a aucun président avec qui on a eu l'argent plus que Donald Trump. C'est un exemple que je prends. Mais moi je suis venu chercher l'argent. Moi j'ai eu l'argent. Tu veux que moi je n'ai qu'à me plaindre parce qu'il a coupé la politique avec la Côte d'Ivoire. À la fin de la journée, chacun cherche ses intérêts d'abord. Et donc là, c'est pourquoi vous allez voir la désillusion. Quand Mélanie est venue au pouvoir, vous avez vu qu'elle s'est recentrée. Vous allez voir que les gens à l'intérieur du pays sont contents. Mais lorsqu'on évoque ces sujets-là, ce n'est pas de copier bêtement. C'est ce qu'on dit. La démocratie elle-même, là, on n'a pas dit de l'appliquer à la française ou à l'américaine. On a simplement dit de l'appliquer en fonction de nos réalités. Mais c'est ce que les gens refusent. On ne veut pas respecter les institutions chez nous. C'est pourquoi on fait des coups d'État. Ceux qui devraient servir de contre-pouvoir se mettent à la disposition des hommes politiques, soit disant qu'ils ont été, inspirés par le Satan. Même sous le régime du docteur président Ouattara, il y a combien de juges qui s'assument? Parce que Epiphane Zorobi Balo n'a pas attendu que le monde soit beau pour s'assumer à l'époque de Bédier. Il y a combien de juges qui peuvent faire comme lui, qui peuvent s'assumer pour dire « je défends un idéal ». C'est ce qu'on appelle. Aux États-Unis, ici, là, on ne forme pas des juges avec des chapeaux en fer sur la tête. Tout est une question de s'assumer. Et ça, il n'y a pas une école pour l'apprendre. Vous pensez que quand moi je vous parle là, je suis l'homme le plus courageux? Non, mais à un certain moment, on ne peut pas ressembler à tout le monde, sinon on n'existe pas. Et à un certain moment, il faut se déterminer, comme nous disait Jean-Paul Sartre. Il faut pouvoir donner et prendre position. Et c'est ce qui fait qu'il y a des contre-pouvoirs, parce qu'il y a des hommes forts. Vous pensez que si le président Ouattara n'était pas un homme fort, la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui sans le djihadisme? Vous pensez qu'un système peut être fort s'il n'y a pas d'hommes forts? Ce sont les hommes forts qui imposent des systèmes forts. Voilà la réalité. Et la conscience politique dans les pays occidentaux, c'est-à-dire que moi que vous voyez là, je suis démocrate. Mais dans certaines élections là, je vote blanc ou bien je vote contre mon parti. Parce que je calcule mon intérêt. Si celui qui va venir là, son programme de campagne m'arrange là, je vote contre mon parti. C'est un exemple que je vous donne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, aux États-Unis, les gens sont conscients de leur citoyenneté et ils ont une conscience politique. Ils savent que la politique, c'est d'abord faire pour arranger l'homme. Une politique qui est faite, ça ne t'arrange pas là. Faut pas rentrer dedans. Mais chez nous, on dit non, ils ont voté le RN en France. Donald Trump a pris le pouvoir là-bas. Mélanie en Italie, on va faire même chose. Faites même chose. Il n'y a pas de contre-pouvoir chez vous. Il n'y a pas d'institution forte. Il n'y a pas une conscience politique. Le peuple n'est pas éduqué politiquement. Ça sera le chaos chez vous. Alors que les autres, eux, ils ont les moyens, à travers la confiance en des hommes et à travers la confiance que les gens ont de leur connaissance de la politique, de pouvoir s'en sortir. Voilà aussi la grande différence entre nos pays pauvres d'Afrique et les grands pays. Certes, cette force des institutions, des contre-pouvoirs, cette élévation de la raison publique, de la conscience politique et de la conscience de la citoyenneté du peuple est le défi et l'enjeu démocratique que devraient pouvoir relever les Ivoiriens et les Africains. Et donc, à la vérité, ce qui fait que il y a une grande différence entre nous les Africains et les autres, c'est parce que
On vient dire à une population, non, votez-moi si je viens au pouvoir, je vais réaliser votre bonheur. Ce qui ne s'est jamais fait ne se fera jamais. On manipule nos peuples parce qu'ils n'ont pas une force intellectuelle de pouvoir réfléchir. On enlève même le libre arbitre dans la politique. Ah non, toi tu veux réfléchir comment ça? Si tu ne suis pas le groupe, c'est que tu es contre le groupe. Non, ce ne sont pas les hommes forts qui font la démocratie. Mais, donc ce sont les hommes faibles qui font la démocratie. Il faut avoir une armée faible, tu vas voir s'il y a une démocratie là-bas. Il faut avoir une armée faible. On va voir si tu auras démocratie. Et donc arrêtons de blaguer nos peuples. Le grand défi que nous devons relever là, c'est de renforcer nos institutions. C'est qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient des véritables contre-pouvoirs dans leurs différents domaines d'activité qui puissent s'affirmer. Et il faut qu'on élève le niveau de conscience de nos populations en leur disant voilà ce qui est bon pour vous, voilà ce qui n'est pas bon pour vous. En politique, voilà les pièges qui sont là. En politique, voilà comment le discours politique doit être interprété. Et on doit aimer son pays en tant qu'un citoyen et non aimer sa tribu pendant qu'on vit dans un pays. Et c'est ça les enjeux démocratiques pour nous autres Africains et en particulier Ivoiriens. C'est un texte du père Alexis Diette interprété par Éclaireur Pro Vérité. Et nous terminons avec la réflexion d'un docteur Oussou Kwame Rémy. Les deux faces de la vie du président Ouattara et pourquoi sa succession sera une équation difficile. Né le 1er janvier 1942 à Dimokro, le président Alassane Ouattara est le fils d'un riche commerçant et d'une mère au foyer. De par ses origines familiales et son parcours universitaire prestigieux, n'importe qui aurait deviné qu'il aurait une brillante carrière, tel fut effectivement le cas. Diplômé en économie de la célèbre et prestigieuse University of Pennsylvania, communément appelée UPenn, Alassane Ouattara fit ses premières armes professionnelles au Fonds monétaire international appelé le FMI en tant que stagiaire, avant de devenir plus tard gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, et de retourner au Fonds monétaire international comme directeur général adjoint. Toutefois, si sa carrière professionnelle est allée comme sur des roulettes, il en va tout autrement pour son apprentissage politique. Où, appelé en renfort en Côte d'Ivoire en 1990 par feu Félix Houphouët-Boigny pour relancer l'économie qui était au bord de la faillite, Alassane Ouattara sera tour à tour acclamé puis persécuté pour la nationalité douteuse entre guillemets, juste parce qu'il a bénéficié d'une bourse d'études du gouvernement des États-Unis en tant que citoyen burkinabé, nationalité qu'il n'aura de cesse de démontrer et qui lui coûta 2, sinon presque 3 échéances électorales présidentielles. Toutefois, et bon, là il faut s'arrêter pour justifier les choses. L'article nous parle d'abord du président Ouattara, ce n'est pas un fait nouveau, c'est pourquoi je ne m'arrête pas. Tout le monde sait qu'il est né en 1942, on connaît son papa, on connaît sa maman, il est né à Dimokro, il a fait l'une des meilleures universités, c'est ce que l'article nous dit, il a connu une carrière brillante à l'international, et maintenant le monsieur revient pour nous dire, effectivement, sa nationalité a posé problème parce que, effectivement, ce que les gens oublient là, c'est que, par exemple là, moi je suis venu dans un cadre international aux États-Unis, c'est un exemple que je prends. Mais est-ce que parce que les États-Unis m'ont donné une certaine opportunité, est-ce que cela fait de moi un Américain? Non. Est-ce que la Côte d'Ivoire, même Doufo, ne donnait pas des bourses à des Sénégalais et des Maliens? Mais est-ce que ces Maliens, ces Sénégalais sont des Burkinabés? Non. Et non, c'est la même cas. Ce que vous oubliez, c'est que le monde là, ce que les gens pensent là, les vrais panafricanistes là, c'était les Félix Houphouët-Boigny, c'était les Modibo Keïta, c'était nos parents qui ont créé le Rassemblement démocratique africain là. Les Lamizana là, c'était eux les vrais panafricains. Le panafricanisme là, ça n'a pas commencé en 2020 avec les Kémy Séba. Enlevez ça de vos têtes. Le vrai panafricanisme là, ça a commencé quand les Noirs d'Afrique déportés dans les Amériques ont pris conscience. Et se sont dit pourquoi ne pas un jour revenir à nos sources. Ça va avoir plusieurs courants, mais on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais nos pères, après les indépendances, comme les Lamizana, comme les Kizerbo, comme les bien d'autres, comme les Léopold Sédar Senghor, comme les Félix Houphouët-Boigny, comme tout ce qu'on vient de citer, les Modibo Keïta,
ils aimaient l'homme africain. Et pour eux, là, les noms que nos pays ont n'étaient que des flatous vossis. Vous allez voir Senghor aider des Ivoiriens. Vous allez voir Alassane Ouattara ou Félix Houphouët-Boigny donner des bourses d'études à des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais, parce qu'à la fin de la journée, ça aidait l'Afrique. C'est dans un tel cadre que le président Ouattara a bénéficié d'une bourse de l'État burkinabé. Mais ça ne veut pas dire qu'il était burkinabé. Sinon là, tous ceux qui étaient des burkinabés, des Maliens, à qui Oufou a donné des bourses là, c'est qu'eux aussi là, ils ne sont pas sénégalais, ils ne sont pas maliens, ils ne sont pas burkinabés, ils sont ivoiriens. C'est pas parce que je suis venu étudier avec une bourse d'études rwandaise que je deviens rwandais au Rwanda ou bien quelque part. Ce que les gens oublient, le contexte compte dans toutes choses. Au moment où ces gens-là gagnaient ces bourses-là, les Alassane Ouattara et les autres là, avec bien d'autres Africains là, les vrais pères de notre Afrique aimaient l'Afrique et aimaient l'homme africain. Ils n'étaient pas dans la politique politicienne. Ce n'était pas un problème pour Kizerbo, ce n'était pas un problème pour Lamizana, ce n'était pas un problème pour notre père Modibo Keïta d'aider un Malien, d'aider un Daoméen, d'aider un Burkinabé, d'aider n'importe qui. Et donc, les gens font un amalgame facile pour essayer de... Comme il a une bourse d'études américaine, donc il est américain. Comme il a une bourse d'études burkinabé, donc il est burkinabé. Mais quand on leur dit, comme aussi il y a des milliers d'Africains qui ont eu des bourses d'études ivoiriennes, où il faut les aider. Mais pourquoi ceux-là ne sont pas ivoiriens? Vous voyez que votre thèse ne tient pas. Toutefois, loin de se laisser démonter par tant d'obstacles, qui s'apparentaient parfois à des véritables pots de banane, il a toujours su s'armer de courage, de persévérance et de patience jusqu'à son ascension finale à la magistrature suprême en avril 2011. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la politique, ça s'apprend. Alassane Ouattara, quand il est venu en 1990 en politique, il était venu en tant qu'un fonctionnaire international dans la politique. Et le vieux, même si vous lui demandez, est-ce qu'en ce moment, il pensait à être président? Il dit non, 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 j'étais venu d'abord pour une mission. Et quand il a fini sa mission, il était plus un homme d'action concrète qu'un politicien. Mais c'est quand il va dire que je suis opposant là, c'est là maintenant il rentre dans la politique. Sinon, tu peux être parmi les politiciens, mais tu n'es pas encore un politicien. Tu peux être là en train de toujours crier sur Internet. Ça ne te fait pas un politicien. Peut-être, comme moi, peut-être je suis un théoricien de la politique ou même un observateur de la politique. Mais c'est quand tu vas plier les manches là et puis tu rentres dedans là. Et puis maintenant là, on te donne des coups. Et puis toi-même, tu donnes des coups là. C'est là on dit que tu fais politique. Sinon là, tu vas faire 1000 ans assis dans les gradins là. Si tu ne descends pas pour jouer là, c'est pas parce que tu as fait 1000 ans que tu sais commenter là que tu es un politicien. Et ça là, si je dis ça là, ça tiens, je suis en train de dire, Chakadjan, bienvenue dans la politique. Tu pensais que ça allait être facile. Laurent Gbagbo là, il a appris politique. Félix Houphouët-Boigny a appris politique. Bédié là, il a appris politique. Alassane Ouattara a appris politique. Toi, tu ne vas pas échapper. Et ça, il faut que tu sois d'accord avec ça. On ne peut pas confier un pays où on ne peut pas faire de la politique si on n'est pas préparé. Mais pour être préparé, c'est comment on est préparé. C'est quand tu viens sur le terrain là, tu prends coup de marteau, tu prends coup de pilon, tu prends coup de tête. Et c'est ça qui va te forger. Et ça, tu ne peux pas le faire en 2 ans. Tu ne peux pas le faire en 1 an. Donc là, tu ne peux pas être un homme impréparé et dire que tu es déjà capable de diriger, c'est faux. Tu ne connais pas le peuple ivoirien dans sa diversité. Comme le peuple ivoirien doute grandement de toi parce qu'il ne te connaît pas. Et donc tout ça, là, il va falloir lever ça. Après là, ceux qui sont contre toi, c'est-à-dire nous autres, on va lutter contre toi. Et on va tout faire pour te casser politiquement. Si on échoue, c'est là que maintenant, tu pourras te lever. Même le FPI, PPACI là, eux aussi, ils vont te casser. Ils t'ont déjà dit qu'ils n'ont pas besoin d'un banquier. C'est comme ça la politique. Ceux qui rient avec toi là, te plantent le couteau dans le dos. Ce n'est pas un terrain qui est fait pour l'amusement. On veut la même chose. Et comme tout le monde ne peut pas avoir la même chose, que tout le monde aura la même chose là, on s'utilise les uns les autres jusqu'à ce qu'on arrive là. Et il n'y a pas de sentiment là-dedans.
on n'aura pas pitié de toi. Et c'est ça qu'on appelle la vraie formation politique. Elle s'apprend sur le terrain. Il est certes vrai que, dans sa jeune histoire, la Côte d'Ivoire a connu d'autres chefs de l'exécutif, à commencer par Félix Houphouët-Boigny, que l'on appelle le père de la nation, notamment pour avoir lutté contre le colonisateur. On en a connu l'exemple de Laurent Gbagbo, et nous en avons vu des vertes et des pas mûres du tout. Mais il faut reconnaître que le parcours du docteur président Alassane Ouattara, principalement, fait des persécutions, d'humiliation, de frustration, mais de vision, de résilience et surtout de courage, d'espérance et même d'espoir, n'est à nul pareil et pour cette seule raison, mérite qu'on s'y attarde. On a connu Oufoué, on a connu Gbagbo, on a connu tous, mais à la vérité, qui a persécuté Félix Houphouët-Boigny? C'était le colon blanc. Qui a persécuté Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo aurait été son propre bourreau. Et pour avoir été son propre bourreau, Laurent Gbagbo n'a jamais accepté d'apprendre la gestion politique. Tu peux connaître la politique dans son fonctionnement, dans sa fourberie, mais la gestion de l'État, ça s'apprend. La première personne qui a persécuté Laurent Gbagbo, c'est lui-même. Je me souviens encore du discours de Ouassena qui dit que par 3 fois, c'était dans Fraternité Matin, 3 fois, Oufoué a dit à Laurent Gbagbo, viens apprendre la politique, viens apprendre la gestion de l'État. Non, je ne vais pas être corrompu, je ne vais pas être corrompu. Mais quand tu es venu au pouvoir, là, c'est ton impréparation qui nous a conduit au chaos. Si tu avais appris à gérer l'État, faire de la politique, là, c'est facile. Tu peux critiquer. Mais est-ce que tu as appris comment on gère? Est-ce que tu as participé à des conseils des ministres? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Internet. Mais quand tu es en face de la réalité, quand on t'explique les vraies réalités, là, tu deviens calme. Mais tu n'as pas appris ça. C'est la même erreur que Tidjam Thiam est en train de commettre. Laurent Gbagbo, lui, il avait un avantage, c'est qu'au moins les Ivoiriens le connaissaient. Mais toi-même, en plus d'être un impréparé politiquement, on ne te connaît pas. Et tu ne connais pas aussi le peuple ivoirien. Et donc pour toi, ça sera encore 2 fois plus grave. Et tu vas conduire la Côte d'Ivoire 2 fois plus gravement dans le chaos que Laurent Gbagbo. Ce que Laurent Gbagbo a fait là, c'est petit. Tidjam Thiam va multiplier ça par 2. En termes de mauvaises actions. Et donc, Laurent Gbagbo aurait été son propre bourreau parce qu'il ne s'est jamais formé à la gestion d'un État. Mais Laurent Gbagbo encore sera doublement son propre bourreau parce qu'étant historien, il n'a jamais pris le temps d'analyser les faits historiques et de se corriger. Et aujourd'hui, son destin est en train de le torturer. Son destin le torture tellement que lui-même, il veut qu'on parle de tout sauf de son bilan. Mais dans le cas du président Ouattara, il n'a pas été torturé par le colonisateur. Il ne s'est pas torturé lui-même. Mais il a été torturé par des persécutions. Quand on prend la mère du président et qu'on lui dise « va dire que ce n'est pas ton enfant », en tant que pour une mère africaine, vous savez ce que cela veut dire. Quelle humiliation le président Ouattara n'a pas subi. Quelle frustration le président et ses militants n'ont pas subi. Mais il est toujours resté digne, avec une vision. Il est toujours resté sur un chemin, comme quelqu'un qui est en pleine mer dans une tempête, mais qui dit « je dois vivre ». Je dois vivre. Ça me rappelle le livre « Le vieil homme et la mer » Diego. Les gens pensaient qu'il partait en mer pour pêcher, alors que l'objectif, ce n'était pas ça. C'était de se mesurer à la vie. De se mesurer à la dureté de la vie et de toujours sortir vivant. L'objectif n'était pas de pêcher du poisson. Je fais une interprétation philosophique du livre en question. C'est un livre de Hemingway pour ceux qui veulent lire. Mais ce n'est pas l'explication littéraire que je fais. Je suis dans l'explication philosophique. Parce que la vie elle-même ne vaut rien si nous ne pouvons pas résister en face du danger. Si nous ne pouvons pas nous mesurer au danger, comment est-ce que nous pouvons apprécier le goût de l'espoir? Si nous ne pouvons pas lutter contre le mal, comment nous pouvons savoir que le bien peut nous faire du plaisir? Mais Alassane Ouattara est resté résilient, dans un courage et avec beaucoup d'espoir, avec même beaucoup de difficultés qu'il arrive au pouvoir. Il aura été l'homme politique ivoirien qui a le plus souffert.
Ça, il n'y a pas de doute. Quand on pense à Alassane Ouattara, ce qui vient en tête, c'est la lutte perpétuelle pour la reconnaissance de son ivoirité. Année de braise, de tribulations, etc. D'un autre côté, quand on ne voit que le nom d'Alassane Ouattara, c'est la rigueur de la gestion, l'éthique du travail, lutte contre la corruption, la gabegie, la gestion axée sur les résultats, la formation, la constitution d'un capital humain de qualité, la cohésion sociale et la réconciliation, la renaissance et le rayonnement de la Côte d'Ivoire, etc. Quand on parle d'Alassane Ouattara, c'est celui-là qu'on avait voulu taxer d'étrangers, mais qui est arrivé. Petit à petit, tous ceux qui l'ont traité d'étrangers sont venus dire au public qu'on s'est trompé. Tous ceux qui l'ont combattu sont venus dire qu'on l'a combattu sur le faux. Mais Alassane Ouattara, la première chose qu'on se souvient de ce nom-là, c'est celui qui aura été rigoureux, qui a dit au faux, tu vas payer tes impôts, qui s'est fait détester par la famille Ounien, qui s'est fait détester par les barons du PDCI, qui prenaient des impôts avec les étrangers en Côte d'Ivoire. Et quand Alassane Ouattara vient leur dire, chers dirigeants des communautés étrangères, au lieu que les dirigeants du PDCI prennent des impôts locaux avec vos représentants, vos chefs de communauté, on va imposer une somme de 5 000 francs pour qu'on ne puisse plus prendre des sommes avec vous. Voilà l'origine de la carte de séjour que le PDCI ne veut pas qu'on explique au grand jour. Et donc on aurait pu parler de l'homme Alassane Ouattara. Pour ce qui est de ses qualités et de ses valeurs, cet homme en est doté. Il n'y a qu'à observer ses actions et ses décisions. Même sans jamais l'avoir côtoyé, l'on connaît sa grande résilience face aux vicissitudes politiques, son niveau exceptionnellement élevé de courage et de patience et de persévérance, sans mentionner ses solides compétences en matière de prise de décision. Loin de l'affaiblir, toutes ces épreuves ont plutôt contribué à l'affermir dans ses actions et à renforcer sa confiance en soi. Bien entendu, un leader de sa trempe c'est dire non en établissant les limites nécessaires. Et donc vouloir parler d'Alassane Ouattara, ce serait vraiment dire que le soleil se lève à l'ouest et se couche, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest et que la terre tourne, tout le monde le sait déjà. Il va sans dire qu'au cours de sa vie, il a su développer la capacité à apprendre de ses propres erreurs et de ses échecs sur lesquels il a à peine le temps de s'y attarder, si ce n'est pour s'en servir comme des opportunités d'apprentissage et de développement personnel. Enfin et naturellement, il possède une approche proactive de la vie qui lui permet de prendre les mesures nécessaires pour que, au lieu d'attendre que quelque chose se produise. Et ceci étant, il faut dire que les imitateurs du docteur président Alassane Ouattara seront nombreux, mais que très peu y parviendront. Mais le plus dramatique et peut-être le plus inquiétant de tout ça, c'est la succession au docteur président Alassane Ouattara, car il a mis la barre si haut que quiconque voudra entrer dans ses souliers devra certainement déployer des efforts exceptionnels pour espérer durer au pouvoir. Une façon de dire qu'on aura beau gloser sur lui, le président Alassane Ouattara marquera d'une manière positive et durable la jeune histoire de notre Côte d'Ivoire. C'était une analyse de Monsieur le docteur Oussou Kwame Rémy, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké au département d'anthropologie et de sociologie. Et donc, avec tout ce qu'on venait de vous dire sur le président, la grande question qui se pose, c'est que au RHDP, ça ne sera pas toujours facile. Mais je crois qu'il y a aussi quand même, il faut espérer, certains du RHDP. Le président même est conscient que le trou qu'il laisse est grand, mais en même temps aussi, il y a des personnes très dignes autour du président qui ont compris aussi. J'ai causé avec beaucoup qui me disent la marque du président va toujours demeurer et nous saurons comment nous en servir. Et donc, à l'analyse de ce frère, de ce docteur-là, ça ne sera pas chose facile, mais il y a des hommes qui sont là, qui apprennent et qui feront aussi. Parce qu'on n'avait pas prévu Alassane Ouattara quand Oufo était là. C'est comme ça. Il aura aussi des plus grands que Alassane Ouattara. Et c'est le souhait même du président Ouattara que ceux qu'il va laisser soient plus grands que lui. Parce que ça sera pour le bonheur des Ivoiriens et Dieu permettra cela. Et donc, nous allons aller rapidement avec le texte de Mère Blanc que je salue ici. Et en même temps, elle nous souhaite un Juma Moubarak. Nous lui en souhaitons autant, ainsi qu'à tous les musulmans. Et nous lisons l'édito ici. Et après, on va laisser rapidement la parole aux uns aux autres. Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur pro-vérité.
Mon édito aujourd'hui a pour titre « Mon chien ». Cher Mier, vous vous souvenez, il y a peu de temps, je vous avais annoncé avoir perdu mon chien. Eh bien, sachez-le, mon chien est en vie. Seulement, il a quitté mon domicile. Il vit désormais loin de chez moi et ne sort plus jamais sans une horde de chiens loups chargés de sa garde très rapprochée et même très serrée. C'est vrai, depuis sa subite disparition la dernière fois, il aboie moins. Que pouvons-nous espérer de l'impact psychologique de ce projectile qui a fait tache dans la vie affectueuse de mon toutou? Sa fuite suite à l'incident nous a fait découvrir un chien en apparence très sûr de lui, mais tout aussi poltron. Ceci étant, le clébard est forcément démystifié. On se dit, mais quel est ce chef chien de surcroît militaire capi qui détale ainsi comme un lapin pris de panique? Désormais, il est devenu vulnérable et sentimentalement déficitaire. Un peu paranoïaque aussi. Point besoin de dire qu'il se méfiera de tous ses collaborateurs et même de sa propre ombre. Mais la question qui nous omnubile reste l'absence d'une implication claire du Niger dans cet épisode. Comme si quelque chose présage un certain refroidissement dans les relations sécuritaires entre les trois pays de l'AES. Nous pouvons conclure que la fin des coups d'État militaires menés honteusement par des individus peu scrupuleux et assoiffés de pouvoir est en train d'arriver. Reste que les peuples prennent leurs responsabilités afin d'exiger de ces gangsters des dates des prochaines élections démocratiques. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Mère Blanc qui a perdu son cabot. Et le cabot qui pensait être plus dangereux que le lion se retrouve aujourd'hui la queue entre les jambes. Et le cabot dont il est question ici, le chien errant, s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Aujourd'hui, ce chien errant qui pensait que lui, il était le faiseur de roi, est incapable lui-même de se faire roi. Et avec le temps qui passe, il a cherché d'autres chihuahuas aussi désespérés que lui pour essayer de faire plus peur à lui-même qu'au lion qu'il voulait effrayer. En réalité, si Kofi Olomide a pu dire qu'un homme grand n'est pas celui qui mesure 3 mètres pour Bogota et que tu es le tueur des lions d'Abidjan, mais il faut savoir que ça, c'était le lion babouin. Mais dans la vie, toute chose en vient à découvrir un jour ses limites. Tu as pu manipuler par un certain temps certains généraux au Burkina. Et aujourd'hui, se sont retrouvés là où ils devraient. Aujourd'hui, tu as porté ton dévolu sur certains putschistes. Mais aujourd'hui, avec le temps, eux aussi, ils sont en train de voir leurs limites. Comme dirait quelqu'un, ils sont en train de se griller dans leur propre graisse. Et donc là, le temps va servir comme le meilleur élément pour déterminer de quoi demain sera fait. Mais eux-mêmes là, coup de temps même va leur dégoûter. Eux-mêmes là, c'est eux qui vont finir par dire aux gens ne faites plus coup d'état. Ce n'est qu'une question de temps. Mais ils vont connaître toi aussi qui tu es. Et ils vont connaître ta nocivité. Vraiment, merci à Mère Blanc. Merci encore pour ce travail exceptionnel. On a fini. On est vraiment piégé par le temps. Il ne nous reste plus que 30 minutes. Tous ceux qui vont prendre la parole, on ne pourra que vous donner un maximum de 5 minutes. Ça veut dire, si vous devez parler, si vous avez des questions, vous posez la question, on répond. Ou bien si vous parlez que vous atteignez les 5 minutes, même si vous posez une question, on ne pourra pas répondre. On est tellement pris par le temps. Donc, dès que vous venez, bonjour mesdames et messieurs, passez directement à ce que vous voulez faire et laissez la parole. Si vous finissez en moins de 5 minutes, Dieu merci. Mais dès qu'on sera à la 4e minute, je vais vous dire, vous avez atteint les 4 minutes, allez à votre conclusion. Demain, ça sera aussi un autre jour. Et donc, déjà, on débute avec les premières personnes. Et donc, tous ceux qui veulent participer, envoyez-nous simplement un message écrit, je veux participer. C'est la meilleure méthode et la méthode la plus simple, sans faire de bruit, pour pouvoir nous avoir et aller rapidement. Donc, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci infiniment de nous faire confiance. Et le travail continue toujours.
Salam alaikum tout le monde. Walaikum salam, chère mère. Comment allez-vous? Oui, ça va et vous? Dieu merci, tout va très bien. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, chère maman. Et merci beaucoup aussi à vous. Merci pour tout ce que vous faites aussi pour la Côte d'Ivoire. Merci à vous et à maman l'éclaireur, aux enfants éclaireurs, à tout le monde en fait. En fait, très bonsoir en fait, mais actuellement, j'ai une question pour vous. Il y a quelque chose qui se passe actuellement au pays. Tout le temps, il y a des gens qui disparaissent en fait, que ce soit les enfants et les grandes personnes. Je ne sais pas si vous avez une idée en fait de ça. Oui, j'ai une idée. On les a attrapés. Ils font du trafic humain. C'est à Cocody. On a attrapé 5 parmi eux. Je réponds directement pour vous dire qu'il ne faut pas que je vous perde votre temps. D'accord. Voilà. On les a attrapés à Songon. Ils faisaient du trafic d'organes humains. Les personnes les tuaient et puis vendaient leurs organes. Allah Akbar. Voilà. Je suis sec. C'est pas joli, mais je préfère te dire la vérité voilà, directement. Et actuellement, l'enquête continue. On va attraper tous ceux qui sont dedans. L'homme noir. Ah là, je suis découragée même d'abord. On va faire tout ça, on va jamais devenir riche. On perd la vie des gens pour ne rien en fait. C'est méchant ça en fait. Ah, d'accord, monsieur Leclerc. C'était pour ça. J'espère que je ne vous ai pas choqué, mais j'ai préféré vous dire la vérité directement. Mais c'est choquant en fait. C'est très choquant. Quand tu vois sur Facebook tout le temps à vue de recherche, les enfants, les grandes personnes, personne en fait. Je n'ai pas dit que tous ceux qui ont disparu ont été pris par ces gens-là. Oui, mais oui. j'ai dit que, Oui. en tout cas, par rapport à la question, ceux qui ont disparu qu'on n'a jamais vus et dont on est certain qu'ils ne sont pas vivants, il y a des réseaux de trafiquants d'organes humains. Ils ont été arrêtés cette semaine-là même. Mais je ne vais pas trop me prononcer sur la question puisque l'enquête est encore en cours. D'accord. Voilà. Seulement que les Ivoiriens, peut-être beaucoup n'étaient pas conscients, mais c'est ça aussi qui est la réalité qu'il faut dire. Ah, sinon, à un moment donné, depuis le mois passé, je suis passé où passé là, tout le temps, à vue de recherche en fait, on ne comprenait rien. Il dit, mais attends, il se passe quoi au pays là? 1, 2, 3, c'est déplorable en fait. Que Dieu nous protège. Amen, amen. Toutes nos familles qui sont au pays et nous-mêmes qui sommes ici, Merci aussi en beaucoup. Europe. Amen. Merci beaucoup, chère mère. Et bon week-end à vous. Bien les choses à toute la famille. Merci beaucoup, monsieur Leclerc. Merci beaucoup. Et longue vie à papa, donc. Amen, Et à maman amen, Dominique. amen, amen. Merci beaucoup, maman. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Allô? Oui, bonjour le grand maître. Oui, bonjour grand frère, ça va bien? Oui, ça va très bien. De votre côté? Oui, ça va, on se plaint pas, on se plaint pas. Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole pour 5 minutes. Ok, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Si vous me permettez, je vais parler en bambara pour passer mon message. Il n'y a pas de problème. Me fait qu'à comment bi Aïdara la mogo le fait quoi? Me fait qu'à comment de la c'est Aïdara ma ani mogo me Aïdara ko. Ne me fait qu'à fois alube ansardine mogo nunu aluko kalu islamai aluko alube mitmi kandan aiboluko aluko ke Aïdara nike ala kila la mogo dolo abola ala kila fait.
mais an bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛnɛ hali ko k'alu ye silamɛ ye an n'u ɲamɛ min na a bɛ fɛ ka gbɛrɛ soro jomla mɔgɔ nugu la Haidara nana Abidjan an ka soro jomla mɔgɔ dɔ ye a kɛrɛfɛ mais hali ko k'alu ye silamɛ ye ka gbɛrɛ soro jomla mɔgɔ nugu la est ce que a bɛ bɛn wa alu yɛrɛ a y'a sigi k'a filɛ soro jom bɛɛ t'u k'a lɔn josɔn ko la a bɛ jo sɔn bɛɛ t'u k'a lɔn est ce que silamɛ ni josɔn bɛ se k'a kɛ sira kelen kan wa soro jom kɛ a bɛ mɔgɔ faga alu ko k'alu ye silamɛ ye a ye sɛbɛ doni de bɛ a y'a silamɛ ko la est ce que alu bɛ se ka teriya kɛ ni mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔ faga wa a ye sabari silamɛya ani soro jom la mɔgɔ bɛ min kɛla nin kɛ a tɛ sira kelen kan donc n'a ye k'a ye k'a fɔ u bɛ gbɛrɛla alugu la nin kɛ ko dolo b'o kɔnɔ a ye tɛ min kalama an n'u ta ye jugu ye an tɛ fɛ de ko dɔ ye a y'a imamu sɔrɔ o ye sɔn an bɛ kuma na i fɛ soro jom la mɔgɔ ninnu soro jom ninnu ani opposant ninnu o pɛrɛla sira bɛɛ t'u le fɛ ka ko kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye olu bɛ na fanga la aw n'o bɛ la ko dɔ le kɛ ka kojugu kɛ a y'a Haidara nin na kɛ o bɛ la kɛ pour que Mali ni Côte d'Ivoire bila ɲɔgɔn na o mako tɛ k'a fɔ que non c'est à dire que o mako tɛ Haidara la quoi aw n'o bɛ la wuli ka ko dɔ le kɛ ka kojugu kɛ Haidara la pour que Mali ni Côte d'Ivoire bila ɲɔgɔn na o bɛ la kɛ ils sont prêts à tout min bɛ la kɛ olu bɛ na fanga la nin kɛ ils sont prêts à tout donc a ye sabari a ye hakili sɔrɔ soro jom na mɔgɔ ninnu ani alugu a ye kan tɛ k'a kɛ sira kelen kan a ye sabari donc a bɛ fɛ ka min kɛ le 7 a y'a bolo kan a ye nin dabila c'est pas normal depuis ko dɔ bɛ fana il y a des raisons encore quand tɛ fɛ ka don o la a y'a dabila a ye kala ta ni cette organisation fɛ nin kɛ a ye kala taga nin na ça veut comme ça peut pas marcher ensemble deuxième message que j'aimerais lancer j'aimerais m'adresser à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Vous savez, chère communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, c'est un musulman, comme vous. Et c'est le président de la Côte d'Ivoire. Le président ne peut pas être contre vous. Les partisans du président ne peuvent pas être contre vous. Le président, c'est un musulman. Si on n'aimait pas les musulmans, là, est-ce qu'on allait suivre le président? Les partisans du président ne sont pas contre les musulmans. Le Hajj, là, cette année, ça s'est déroulé, aucun problème. Donc, le président n'est pas contre vous. Le parti du président n'est pas contre vous. Depuis que le RHDP est au pouvoir, le RDR qui est devenu RHDP est au pouvoir, là. Mais est-ce que chaque matin, je me suis mis au temps de Gbagbo, là, en plein Ramadan, il y a eu couvre-feu. Pour se lever pour manger à 4h du matin, à Abidjan, c'était un problème. On ne pouvait pas aller à la prière matin bonheur. Combien de rafles on ne faisait pas? Bon, tout ça là, le président est venu avec son parti au pouvoir pour mettre fin à tout ça. Donc, le président, les 49 soldats ont été arrêtés. Mais qu'est-ce que le président n'a pas fait? Il a fait le tour du monde. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées pour que ces 49 soldats-là soient libérés. Le président a été humilié dans ça. Votre prophète musulman a été humilié par rapport aux 49 militaires là. Donc, s'il vous plaît, le président et son parti ne sont pas contre vous. Donc, quand on dit que ce Haidara-là, on ne veut pas qu'il tienne sa manifestation, ce n'est pas un message pour dire qu'on est contre les musulmans. Non. Sur la plateforme EPV, là, il y a plein de musulmans qui sont dedans. Nous tous, on dit, cette histoire de Haidara, le 7, là, ça ne marche pas. Ce n'est pas une histoire pour dire qu'on est contre les musulmans. On n'est pas contre vous et je vous ai donné quelques preuves qu'on n'est pas contre les musulmans. Mais on a peur de ce qui pourrait arriver pour cette manifestation-là. Il a prêché le 1er juillet, le monsieur. Il a prêché le 1er juillet. Mais pourquoi encore aller prêcher encore au Félicie encore? Pourquoi? Il n'a qu'à aller faire sa séance de prière là. Si vous voulez prier pour la Côte, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre du tout. Donc il n'a qu'à aller prier pour les Mali, c'est là-bas, ils sont en guerre. Non, on n'a pas de problème. Donc s'il vous plaît, tous ces éléments-là montrent qu'il y a un guide sous roche. Il ne faut pas laisser cette histoire-là se dérouler parce qu'on craint. Donc, grand frère, c'était tout pour aujourd'hui. Merci. Je voulais lancer ce message aux partisans de Haidara et à la communauté musulmane. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que c'est parce que le président ou le RHDP est contre eux, parce que les opposants peuvent utiliser ça pour dire que voilà, on a contre les musulmans, alors qu'il n'en est rien. Je vais montrer quelques preuves qu'il n'en est rien du tout. Merci. Merci infiniment, cher frère. Merci encore pour ce que tu viens de dire. Tout le monde sait que la politique et la religion ne font pas bon ménage.
quand tu vois des politiciens rôder autour d'un homme, des politiciens rôder autour d'un homme politique, il y a toujours anguille sous roche. Un homme religieux. Quand tu vois des politiciens rôder autour d'un homme religieux, c'est qu'il y a toujours anguille sous roche. Et il faut ne pas être vraiment intelligent, mais ne pas vouloir faire travailler son cerveau pour ne pas comprendre. Et donc, quand on est toujours dans l'anticipation, les gens peuvent ne pas comprendre. Mais que les gens disent qu'on soit contre l'islam ou pas, nous, ça ne nous intéresse pas. Et ça ne va pas nous faire changer ce que nous pensons. On attaque les chrétiens ici. Donc, ce n'est pas vous les musulmans qu'on ne va pas attaquer. Mais on n'a même pas attaqué l'islam. On est en train de décrier un fait. Pour dire que tu es musulman mais chrétien, là, c'est parce que tu es en paix. C'est pourquoi tu parles à l'église ou à la mosquée. On est en train de vous dire que les gens sont en train de chercher une stratégie pour passer par des religieux, pour attaquer le pays, pour diviser la communauté. Mais venez nous dire que ce qu'on dit là n'est pas vrai. Et chers frères, merci encore de leur avoir fait passer ce message en espérant qu'ils l'aient bien compris. Vraiment, merci beaucoup. Okay. Et bien les choses à toute la famille. Merci beaucoup. Bonjour à vous. À vous pareillement. Merci. Allô? Oui. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Je m'excuse, mon éclaireur, bonjour. Non. Je pensais que mon message était parti. Non, il n'y a pas de problème. Je me suis rendu compte. Il n'y a pas de problème. Donc, on laisse donc bonjour à... Oui. Je vous coupe pas la parole, je m'excuse beaucoup, mais bonjour à vous déjà, mon éclaireur pour vérité. Bonjour à toute la classe, au maire, au Mao et Chao. Ok. Commandant Fofana, commandant ou bien commandant Fofana, j'espère que tu fais une beuve là. J'espère que tu ne vois rien, tu n'entends rien. J'espère, là où tu es là-bas là, j'espère que tu es aveugle, tu es sourd. Tu comprends ce que ça te dit, commandant Fofana de Sorogium là? J'espère que tu es sourd et tu es aveugle là où tu es. Parce que jusqu'à après du contraire là, votre Sidiki Konaté là, le djihadiste de Côte d'Ivoire là, le djihadiste là de Côte d'Ivoire là, son plan machiavélique qu'il est en train de faire là, qu'il est en train de semer dans la Côte d'Ivoire là, son plan démoniaque, maléfique, qu'il est en train de démontrer en Côte d'Ivoire là, et dans ce pays là, vis-à-vis comme ça là, il dit aux gens que lui là, il est prêt pour Sorogium le sanguinaire. Donc ça veut dire que c'est un djihadiste qui est à côté du pouvoir là-bas. Par les gens qui ont été empoisonnés. Et puis les nordistes, mes parents là, ils n'ont pas fait, je sais quoi avec ça, autopsie là. C'est passé crème là. Et puis vous pensez que vous êtes innocent là. Vos poisons que vous avez effectués là, à petit feu pour tuer les gens là. Toi, Sidiki Konaté, tu es un terroriste, tu es un djihadiste qui est en Côte d'Ivoire, qui est auprès du gouvernement. Donc je vous en supplie, j'espère que vous ne cherchez pas loin, papa Vagondo, papa Tene Brahima. J'espère que vous ne cherchez pas loin, parce que vous savez qu'ils sont tout prêts. Parce qu'ils ont essayé en 2010-2011, Sorogium là, sa maman, en même temps sa chérie là. Ils ont essayé. Mais si les autres sont partis aujourd'hui, puis sont l'au-delà là, ils protègent la Côte d'Ivoire, mais néanmoins, on est vigilants. Les Ivoiriens sont vigilants. Ça ne va pas se passer. Par cette fois-ci là, Tchakadjan, toi-même tu es surveillé de près aussi. Les gars, vous tous vous êtes surveillés de près. Vous êtes des maléfiques. On n'a jamais vu des gens dans un pays où on met la paix. Et puis ceux-là disent que non, celui qui met la paix, celui qui met le développement, on ne veut pas de lui. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on voit ça là, ça veut dire qu'on est entouré de maléfiques. On est entouré de satanistes. Vous comprenez? Donc, toi, Sidiki Konaté, je n'ai pas grand chose à dire, mais je dis toi seulement, tu es le djihadiste de la Côte d'Ivoire, tu es le terroriste de la Côte d'Ivoire. Ce que tu es en train de faire là, il ne faut pas les gens chercher loin. Toute cette catastrophe que toi et ton bagot là, vous cherchez à faire là. En tout cas, nous tous là, on a des yeux sur vous. On ne va pas vous rater. Donc, toi, commandant Fofana là, j'espère que là où tu es là, tu es aveugle, puis tu es sourd, hein. J'espère pour toi, parce que les promesses qu'ils sont en train de te faire pour dire ouais, que non, c'est qu'est-ce là, notre plan va marcher à tous les coups.
Le sanguinaire qui est chez les AES, c'est son plan qu'il est en train de mettre en place pour dire quel pays là. Tu vois, dans Saka, comme on dit, nous Ivoiriens là, qu'il dit va prendre là, on est là et puis on vous regarde. Mon éclairage est fini. Merci beaucoup, cher maire. Merci pour ces avertissements. Et souhaitons que les uns et les autres comprennent que nous ne sommes pas dans la distraction, mais plutôt dans l'anticipation. Et quand on parle ici, on parle à des gens qui veulent écouter et comprendre. Parce qu'il y a une grande différence entre écouter et comprendre. Et on peut écouter, mais n'est pas permis à qui le veut de comprendre, mais à qui se donne le temps de comprendre. On fait beaucoup dans l'anticipation en avertissant sur ce qu'on entend et sur ce qu'on voit. Et un homme intelligent n'attend pas de voir les conséquences. Il va toujours préférer être en avance sur les événements. Vraiment, merci encore, cher maire. Merci de dévoiler ces criminels-là et de les exposer au grand jour. C'est ce que nous, on peut faire. Et c'est la marque d'honnêteté que nous avons et que nous pouvons offrir. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter un excellent vendredi avec tous les bonheurs qui vont avec. Bon Moubarak, je maîtrise le mot, hein. Bon Moubarak. Non, tu ne peux même pas être la femme du baiser. On dit, bon, on va répéter ensemble. Vous dites Juma. Ah, Juma Moubarak. Juma Moubarak. Voilà, c'est comme ça. À mon chéri B52, à ma mère, Massiata Blanc. Ne fait ça les connaît les binettes. Juma Moubarak. Donc, Clara, tu es mauvais. Non, mais c'est comme ça, on dit Juma Moubarak. Moi, je sais, oui, mais pendant que tu veux que je prononce là, ils ont compris. Merci beaucoup, cher maire. Merci infiniment et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Oui, allô? Bonjour le grand maître. Oui, bonsoir, cher éclaireur. C'est Kataram Barak. Oui, comment allez-vous? Ouais, ça va très très bien. Oui, chez vous? Ça va. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. Ok, merci. En fait, je voulais commencer par féliciter le président Ouattara. J'ai même fait un post récemment, j'ai dit, et le titre c'était Ouattara comme Houphouët-Boigny, un titre à méditer, parce qu'on sait que Houphouët-Boigny, qui avait basé son pouvoir sur le potentiel humain, Houphouët-Boigny a compté sur toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le PDCI d'Houphouët-Boigny était implanté partout en Côte d'Ivoire. On savait que le PDCI d'Houphouët-Boigny, la base même venait du nord. Mais aujourd'hui, le PDCI est effacé carrément du nord. À l'ouest, là, on ne parle pas. Au sud-ouest ou au sud, dans le sud commun, ils ont même dit que c'est le sud de Gbagbo. C'est la base de Gbagbo. Alors que ce n'était pas vrai. On nous avait dit aussi que Yopougon de Gbagbo et le FPI n'avait jamais gagné à Yopougon. Yopougon était plutôt au PDCI. Donc c'est pour dire que le PDCI d'Houphouët-Boigny était implanté partout en Côte d'Ivoire parce que Houphouët-Boigny avait basé sa politique sur le potentiel humain. Donc, du centre, du sud, du nord, de l'est, en tout cas partout en Côte d'Ivoire, on avait une implantation des cas du PDCI, pas forcément des cas du PDCI. Houphouët-Boigny a travaillé avec tout le monde. Il allait même chercher de la main-d'œuvre à l'étranger. Je parle du Mali, je parle du Burkina. Houphouët-Boigny a basé sa politique sur la formation. Parce qu'il savait la base du développement d'un pays, c'est la formation, c'est l'éducation. Donc Houphouët-Boigny avait cette vision-là. Et aujourd'hui, on voit que le président Alassane Ouattara, qui est l'élève calqué du président Félix Houphouët-Boigny, on se rappelle que quand Houphouët-Boigny, il sait, en implantant les écoles, en formant les Ivoiriens, il a vu, on allait même chercher des professeurs au Sénégal, au Bénin, qui étaient les Daoméens. Moi-même, j'ai eu des professeurs malgaches
à l'école, c'est pour dire que Fauboigny basait sa formation ou sa politique sur l'humain. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez autour du président Alassane Ouattara. Regardez l'implantation du RHDP aujourd'hui. Donc, quand un monsieur comme ça arrive en Côte d'Ivoire, parce que nous avons vu depuis le départ de Fauboigny jusqu'à l'arrivée du président Alassane Ouattara, nous avons vu que la Côte d'Ivoire s'est arrêtée. La Côte d'Ivoire s'est carrément arrêtée et toutes les politiques ont été menées contre l'humain. Quand tu mets ta politique contre l'humain, tu sais, naturellement, la politique va dans la merde. Et c'est ce qui nous est arrivé. J'ai dit aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Et on a toujours dit, on va continuer à le dire, il faut lutter pour que ce président-là, ou surtout, parce qu'il a dit l'Ivoirien nouveau, il faut que l'Ivoirien nouveau soit véritablement une réalité en Côte d'Ivoire. On a des cadres, on cite aujourd'hui Sédiki Konaté, on cite beaucoup de cadres aujourd'hui, mais c'est difficile d'éduquer l'être humain. Quand on a passé 10 ans, 15 ans en train de manipuler nos esprits, c'est pas facile. Donc il faut que nous aidions le président Alassane Ouattara à créer cet Ivoirien nouveau, pour nous rapprocher du moins à la compétence ou à l'Ivoirien semblable à l'Ivoirien de Fauboigny, parce qu'il avait mis tout le monde ensemble. Il avait accepté que tout ce qui pouvait apporter quelque chose à la nation. Sans regarder les nationalités forcément. C'est vrai, on a des documents aujourd'hui qui nous prouvent. Mais sans regarder forcément d'où tu viens, de quelle religion tu es, de quelle race tu es. Mais à partir du moment où tu arrives à apporter quelque chose à la nation, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara fait ta promotion. Comme je l'ai dit, regardez autour du président Alassane Ouattara. Tous les cadres qui sont là, c'est le respect absolu. On voit sur les réseaux sociaux plein de dérapages. Mais aujourd'hui, les cadres qui sont autour d'Alassane Ouattara démontrent qu'ils sont bien éduqués, démontrent qu'ils sont bien formés. Aujourd'hui, là, vous n'allez pas voir des dérapages. C'est vrai, l'homme est ce qu'il est, on peut avoir quelques dérapages. Mais voilà. Donc, c'est pour vous dire, Alassane Ouattara est en train de créer un nouveau Ivoirien, comme il a dit. Il vous reste 1 minute. Ok, il faut que nous aidions ce monsieur-là à créer l'Ivoirien nouveau. Il faut que nous poussons. En tout cas, notre part, c'est ça. C'est profiter toujours pour te dire merci, pour nous donner cette occasion-là, pour sensibiliser, continuer à sensibiliser nos frères et sœurs, pour voir où la politique du président Alassane Ouattara, c'est bon pour la Côte d'Ivoire, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire, c'est une chance pour l'Afrique. Vraiment, c'était ma petite contribution. On a plein de choses à dire, mais le temps est court, mais voilà, c'est ce qui est là, l'éclaireur. Nous sommes dans le bon sens. Il faut que nous continuions à mener ce combat-là. Vous avez atteint votre temps, et donc on va vous couper la parole, parce que sinon ça bouleverse tout le programme. Vous avez atteint les 13 minutes, voilà. Vraiment, merci infiniment. Voilà, merci infiniment. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas à un seul individu, une seule personne de construire tout un système. À chacun, à quelque niveau il se trouve, doit faire un effort. Et le président a fait sa part. Ses collaborateurs doivent en faire autant. Tout comme aussi nous-mêmes qui sommes des citoyens lambda. Et moi, je pense que nous faisons notre part. Hein. Parce que parler n'est pas facile. Hier, quand on a parlé durement ici, il y a des gens même qui m'ont promis la prison. Mais nous là, c'est pas ça qui nous inquiète. Et la mort même fait plus peur que la prison. Mais on ne peut rien contre elle. Elle arrivera. Mais nous dire qu'on ne doit pas donner nos opinions, ce serait trop facile. Même demain, on va donner nos opinions. Et on va parler comme on pense. Puisque l'intention que nous avons là, c'est d'aider le pays. Et c'est pas parce qu'on est des dirigeants qu'on connaît tout. Et donc là, chacun doit participer en apportant quelque chose avec l'intelligence ou bien le savoir qu'il a. Un monde là, ça se construit avec tout le monde. Et le président Ouattara est trop sérieux. Et il est trop coriace pour ne pas accepter les critiques. Ceux qui refusent les critiques, c'est ceux qui sont en train de gâter autour de lui. Sinon, le président Ouattara a la peau suffisamment dure pour accepter les critiques. Et donc là, on ne fera que ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Et chers frères, continuons à faire ce que nous savons faire. Et l'histoire jugera chacun. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour tous les efforts. Et je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci à toute la classe. En tout cas, merci à toi surtout. Merci. Et on est ensemble. Je vous en prie.
Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Et vous? Oui, ça va, grâce à Dieu. Donc, on vous laisse Ah, 5 minutes pour parler. D'accord, Dieu merci, merci beaucoup. Et voilà, je salue tout le monde et voilà, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi à tout le monde. Voilà, donc je commence par dire, comment on appelle, la CEDEAO est à l'image de l'incapacité des pays africains à pouvoir unir leurs forces pour pouvoir apporter quelque chose voilà, de bon chose en Afrique. Et malheureusement, c'est ça le gros problème des Africains. Nous pensons que c'est toujours les autres qui vont venir faire les choses à notre place. Nous nous ne sommes absolument pas, solidaires. Chacun pense à sa petite personne. Chacun est jaloux de chacun. Et cela fait que malheureusement, on n'arrive pas à créer quelque chose qui peut, apporter un plus dans notre pays. Et nous prenons toujours les pays occidentaux comme nos ennemis. C'est eux qui sont responsables de tout. Et franchement, voir que vous avez créé, la CEDEAO là, et c'était censé apporter un plus. Et malheureusement, si c'est pas le cas là, ça sert à rien de garder. Parce que en gardant, la CEDEAO là, nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas gagnants dans votre CEDEAO là. C'est les pays qui ont délibérément envoyé leur pays dans le trou, dans le chaos là. C'est eux qui profitent. Hein? Non seulement ils contribuent pas, à l'évolution de notre pays. Et c'est même le contraire, c'est eux qui profitent à 100% de votre CEDEAO. En plus, ils disent qu'ils sont plus de la CEDEAO. Donc, pourquoi vous les gardez encore? Prenez une décision. Soit vous arrêtez votre CEDEAO là, et puis vous mettez les titres de séjour pour que les pays qui se disent, l'AES, et tout ce qui va avec, pour venir dans notre pays, paye, le titre de séjour. Voilà, ce qui va nous permettre de mettre un peu plus d'argent dans notre caisse. On en a besoin. Hein. Jeter l'argent à la fenêtre, là, c'est bon. C'est ça qu'on a besoin. Si vous voulez de l'argent, là, ça, c'est un bon moyen aussi d'avoir de l'argent. Au lieu d'aller, ramasser des criminels dans leur pays pour venir, pour les envoyer dans notre pays, soi-disant pour venir faire des séminaires. Vous avez compris? Et puis, on dit Dieu merci, que notre pays a Monsieur l'excellence, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Et voilà, grâce à lui, nous allons arriver loin dans notre pays. Et puis, bon, comme on le dit, il est là, lui, il fait son travail. Et nous aussi, à côté, nous sommes là pour regarder, pour mettre en garde le président, pour, par rapport à toutes les personnes qui sont de mauvaises, de mauvaises intentions à côté de lui. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons toujours rester vigilants à côté du président et nous allons le prévenir lorsqu'on verra un danger qui viendra vers la Côte d'Ivoire, vers lui et puis aussi dans notre pays. Voilà, que ça plaise ou pas, ça sera comme ça. Nous n'allons pas nous laisser faire et puis nous n'allons pas laisser notre pays aller dans le trou aveuglement. Voilà, donc en ce qui concerne rapidement chose nationale. Voilà, donc nous sommes là et depuis que l'histoire de l'élection a commencé, donc il y a des gens qui sont dans les campagnes et tout, ils sont victimes de racisme. C'est que les Français, gardaient pour eux avant. Maintenant là, ils ont le courage de dire souvent à certaines personnes, que tu n'es pas chez toi, que tu dois rentrer chez toi. Et souvent même c'est des personnes même qui sont nées ici, c'est des personnes même qui ont tout, qui sont intégrés et tout. Donc, du coup, ça montre que dans la vie, là, ton pays, c'est ça qui est ton pays. Ton d'origine, là, c'est ça ton pays. Donc, quelle que soit la nationalité qu'on peut te donner dans les pays étrangers, et tu dois tout faire pour garder la stabilité dans ton pays. Et puis, au cas où, si on ne veut pas de toi dans les pays étrangers, tu puisses rentrer chez toi. Voilà notre combat. C'est pour ça qu'on se bat pour que la Côte d'Ivoire, il y ait la stabilité, la sécurité et tout ce qu'il faut pour que si demain on nous dit de rentrer, on puisse rentrer chez nous. Voilà ma petite contribution ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour cette belle contribution.
merci de nous rappeler encore à nos origines. Et merci de savoir de fort belle manière nous inviter à nous souvenir d'où nous venons. C'est comme le dit toujours, un homme qui oublie d'où il vient ne saura jamais où il part. Et il ne faudrait pas que nous oublions notre lieu d'origine, parce qu'au fond, c'est à nous aussi que revient la responsabilité de construire un monde à l'image de ce que nous souhaiterions voir. Et non d'être des objets de décor dans un monde sur lequel nous n'avons qu'une emprise. Il faut avoir été en Occident pour comprendre que nous voyons nos propres limites. Et aujourd'hui, le meilleur bonheur que nous aurions pu réaliser, c'est de le faire de là d'où nous venons. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment pour tout ce que vous venez de dire. Et on va vous souhaiter un excellent week-end avec tous les bonheurs qui vont avec. D'accord, merci beaucoup et bien de choses à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, chef, je vais très bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Dieu merci. Et la famille, ça va, j'espère? Oui, grâce à Dieu, tout le monde va très bien. Et de votre côté? Ah, alhamdulillah. Juma Moubarak à toi. À vous pareillement et à tous les musulmans du monde. Merci. Juma Moubarak à tous les EPV. Bonjour les EPV. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Juma Moubarak à tous et que Dieu continue de nous donner beaucoup de vendredis dans la santé et dans ses grâces. L'éclaireur, je vais seulement brièvement parler de ce qui se passe en France. L'éclaireur, moi je vais prêcher. Hein. Voilà, parce que Dieu dit, je ne changerai jamais la situation d'un État tant que les individus de cet État même ne changent. Est-ce que la France d'avant et la France d'aujourd'hui, là, c'est pareil? Ok. Si la France d'avant et la France d'aujourd'hui n'est pas pareil, c'est tout à fait normal qu'il y ait un changement en France. Et j'ai une amie à qui j'avais dit comme ça au temps des élections 2020, quand Soro Guillaume disait qu'il avait, comment on appelle, Macron avec lui et que le président n'avait que les clients avec lui. J'ai dit à cette copine, je lui ai dit, le président c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui fait confiance. Quand il te fait confiance, il te fait totalement confiance, jusqu'à ce que toi-même tu le trahisses. Il y a des gens comme ça, je sais de quoi je parle. Ils te font confiance jusqu'à ce que toi-même tu les trahisses. Donc le président avec Macron ayant suivi que lui-même qui est en train d'insulter le président là, tu vas voir que son pouvoir va avoir un coup. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Moi ça ne m'étonne vraiment pas. Il y a des gens à qui on ne touche pas. Même le président, sa succession dont nous parlons là. Hey, moi quand je parle là, je parle avec réserve. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir que Dieu lui a donné. C'est une république que Dieu lui a donnée. C'est au président lui-même de dire que je m'en vais. Personne ne doit dire de sa bouche, président, faut pas. Toi qui dis là, voilà, il y a un malheur qui va te frapper. Parce que ce monsieur-là, c'est le seul qui a acquis au pouvoir avec difficulté. Toutes les difficultés que personne n'a connues pour accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire, là, c'est ce que ce monsieur a connu. Et si Dieu le bénit là, qui veut arrêter sa bénédiction? C'est le président lui-même, ça doit sortir de sa bouche pour dire je m'en vais. Tous ceux qui sont en train de dire que le président doit partir, la faites présentation. Il y a un malheur qui va vous frapper. Parce que le monsieur là, il est tenu par Dieu lui-même. C'est Dieu qui va lui dire de partir. Quand tu souffres pour avoir quelque chose là, personne ne peut enlever ça dans ta main, c'est pas Dieu lui-même. Parce que ce monsieur, depuis qu'il est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé sa manière d'être avec les Ivoiriens. Il n'a pas changé, donc Dieu ne peut pas le changer. Laissez lui-même dire qu'il s'en va. Maintenant, pour sa succession, le clerc qui a lu quelque chose qui marche. Vraiment, c'est la question. Papa lui-même nous dit qu'il a une demi-douzaine. Ça veut dire une demi-douzaine, ça veut dire qu'il y a 6 personnes qui sait qu'ils peuvent être président de Côte d'Ivoire. Moi, pour éviter tout problème, parce que c'est ce que je vois que les États-Unis font ici, dans les partis, ils font des primaires, et puis celui qui est élu, tout le monde le supporte. Entre eux-mêmes là-bas, là, papa, si tu as 6 personnes là, tu les appelles, tu les fais asseoir. Ok, moi, dans le cas, un jour, tu vas vouloir nous laisser, mais pas 2025 là. Quand tu vas vouloir nous laisser là, tu les appelles, tu dis asseyez-vous. Tu dis, vous là, je sais que parmi vous là, vous pouvez me succéder. Un vous là, qui va me succéder? Maintenant, si tout le monde dit c'est moi là,
Faut entre eux-mêmes là-bas, là, ils n'ont qu'à faire ils n'ont qu'à voter entre eux là-bas. Celui qui soit vainqueur là, tu nous dis, nous tous on le suit. Mais pour dire que tu vas désigner quelqu'un et puis les autres ne sont pas d'accord là, ça va créer des frustrés encore dans le parti et c'est ce qui va tuer le parti. Parce que nous les Africains, tout le monde veut être patron. Tout le monde veut gouverner, tout le monde veut être quelque chose. Donc c'est comme ça que tu fais. Parce que moi-même, j'applique ça avec mes enfants. Quand je dois voyager avec les enfants, je leur dis, dites où on doit partir. Quand ils disent que je vois que tout le monde, je dis, ok, en fait, votez-vous. S'il y a eu 3 sur 1, il y a eu 2 sur 1, voilà, ça veut dire qu'on s'en va. C'est comme ça. Donc, pour éviter les problèmes, au fait, les États-Unis le font. Pourquoi on ne peut pas le faire entre nous? Pour éviter les problèmes. Parce que s'il n'y a pas eu ça, il y a tellement de têtes dans le RHDP que ça va poser des problèmes. C'est ce que j'avais à dire, l'éclaireur. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve et que Dieu nous donne beaucoup de santé. Bonne santé à Papa Ado et que Dieu laisse mettre sa protection, qu'il continue de le couvrir tous ceux qui sont nets autour de lui et que nos soldats qui sont au front, nos vaillants soldats, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le ministre de la Sécurité, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vraiment que Dieu vous couvre et qu'il continue de vous couvrir et de vous couvrir avec ses anges aussi protecteurs pour que vous soyez toujours aptes à nous donner cette sécurité et cette paix que nous avons en Côte d'Ivoire. Vraiment, merci beaucoup. Merci l'éclaireur et bon week-end à tous. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci de la thématique que vous évoquez. Et moi, je pense que vouloir évoquer la succession du président alors qu'il est au pouvoir, c'est malsain. Mais en plus, en même temps aussi, quand il ne sera plus là, on n'est pas forcément obligé de tenir compte de ses décisions. Hein. Je crois qu'il faut laisser à chaque chose son temps. Et la vie même là nous donne des résultats de chaque chose au bon moment. Soyons juste patients. Et tous ceux qui pensent qu'ils ont aujourd'hui la possibilité d'être un jour des dirigeants de la Côte d'Ivoire, c'est une aspiration légitime. Mais nous leur disons d'apprendre suffisamment. Parce que on ne finit jamais d'apprendre. Et quand le moment arrivera, là, la nature même fera sa sélection. Et les choses iraient mieux. Mais dans la vie aussi, quand chacun connaît sa place, ça facilite tellement de choses. Que moi je me dis que ce sont des questions, ce n'est pas qu'on les fuit, mais laissons le temps aussi nous montrer la place de chacun, ce que chacun vaut véritablement. Ça va aussi résoudre beaucoup à cette question. Je me souviens par contre que lorsque notre père Amadou Gon Coulibaly avait été proposé, à l'époque ça a créé des difficultés et je crois que le parti en est conscient, le président lui-même en est conscient et il aura forcément des mécanismes et puis des collaborations qui vont peut-être faire évoluer les choses. C'est ce que je voulais ajouter. Et dire merci vraiment à tous ceux qui ont participé au direct du jour. Merci à tous ceux qui sont là. Et encore rappeler une fois que nous sommes contre la manifestation de l'imam Haïdara qui se tient. Nous sommes contre cette manifestation-là. On a longuement et largement expliqué. On n'est pas contre lui, mais on est contre la manière. Quand aujourd'hui, ce sont des gens qui cherchent à éventrer la Côte d'Ivoire, qui sont devant et qui lui font le tour du propriétaire, ça nous donne un goût de camembert. Et j'ai expliqué aussi les raisons ici. La sécurité de la Côte d'Ivoire vient avant toute chose. On ne peut pas négocier ou bien douter ou même tergiverser sur la sécurité de la Côte d'Ivoire. Ce sont ces raisons-là qui sont nos motivations. Et donc, moi je le répète, nous sommes contre cette manifestation. Cher maire, c'est ce que j'allais dire. Et saluer ici notre père Amadou Kiki, qui salue toute la grande famille EPV. Cher aîné, vous êtes salué. Et cher maire, je vous souhaite vraiment un excellent week-end. Et nous vous laissons la conclusion. Vraiment, merci l'éclaireur. Merci. Vraiment que Dieu continue de te bénir et te donner beaucoup de santé pour que tu puisses toujours venir ici nous interagir avec tes différents sujets et nous enseigner toujours. Vraiment, merci à toi. Et vraiment, la manifestation, je ne sais pas, quelqu'un m'a dit conférence, je ne sais même pas ce qu'il doit faire, ce monsieur-là. Franchement, ce n'est pas le moment. Voilà, parce que si la Côte d'Ivoire n'était pas en paix aujourd'hui, de la manière le Mali souhaitait la destruction de la Côte d'Ivoire, si nous étions en difficulté aujourd'hui, il ne serait pas là pour dire qu'il venait faire une conférence. Et puis les prières, là, la Côte d'Ivoire en reçoit tous les jours. Tous les jours, nos guides religieux prient pour la Côte d'Ivoire. Nous n'en avons vraiment pas besoin parce qu'avec ce que le Mali, l'AES a contre notre pays, franchement, ce n'est pas le moment.
vraiment que ces prières-là, franchement dit, la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin pour aller en avant. Parce que lors de la CAN, on ne l'a pas appelé pour dire qu'il nous fasse des bénédictions, ou bien il n'est pas sorti pour dire que c'est grâce à lui que nous avions remporté la CAN. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire même a suffisamment de bénédictions de ses filles et de ses fils et de ses religieux de la Côte d'Ivoire. Et franchement, nous disons non, 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 non. Vraiment, bon week-end à tous et demain, un autre jour, que Dieu nous garde. Merci les frères. Merci beaucoup, chère mère. Merci à tous. Et demain sera un autre jour. Que la grâce divine nous couvre et bien des choses à toute la famille. Amen.